Écoute, on est vraiment content de recevoir Siroujan aujourd'hui pour notre podcast. Écoute, aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On veut savoir un peu ton mindset. C'est quoi tes projets, les rêves? Pourquoi tu fais cette carrière-là? Comment ça va ton équipe? Puis voir un peu tes projets par rapport justement à la visibilité que tu mets en place en ce moment. Fait que tu te présentes rapidement, Sirou. Yes, Siroujan Kanishilingam. Donc, la blague que j'utilise depuis presque 5 ans, c'est vous dites bien mon nom de famille lorsque vous allez m'appeler double commission si vous êtes un courtier et rabais sur le taux si vous êtes un client. Alors, c'est parce qu'à ce qui paraît, mon nom est compliqué, mais avec la pratique, vous pouvez y arriver. Et c'est ça, donc ça fait presque 6 ans que je suis dans le domaine, ça passe vite. Mon Dieu, on dirait que hier, j'avais... 6 ans? Ouais, j'ai commencé à l'âge de 22. Ça passe vite, je rentre dans ma 7e année. Là. Je suis gêné de dire que je suis dans ma 7e année, je dis tout le temps 6e. En tout cas, ça fait 6 ans que je suis dans le domaine. J'ai commencé comme adjoint pour une personne qui faisait beaucoup de privés, beaucoup d'alternatives. Chez Multiprêt, on était dans un département où on servait juste des courtiers hypothécaires. Donc, ma clientèle, c'était des courtiers hypothécaires. Et à travers le temps, je me suis spécialisé justement dans l'alternative privée. J'ai touché un peu pas mal de dossiers. À la base, avant tout ça, je suis un immigrant qui est arrivé ici à l'âge de 8 ans du Sri Lanka. Donc, où Céline a fait... c'est comme ça qu'on s'est connectés. Oui, c'est comme ça. Je parlais de mon pays, elle a dit « Ah ouais, je te connais, moi, ton pays, j'ai déjà y été. » C'est rare que quelqu'un me dise qu'ils ont déjà été dans mon pays. C'est un super beau pays. Céline peut confirmer, elle a même conduit du tuk-tuk, c'est ça? Oui, j'étais conductrice de tuk-tuk. Tu vois, j'ai une bonne mémoire. La seule femme blanche du pays à conduire des tuk-tuk pendant 3 ans. C'est génial. Alors, c'est ça, donc j'ai vécu 8 ans de ma vie dans mon pays, puis à 8 ans, tu peux quand même avoir une très bonne mémoire, un très bon vécu de tout ce que j'ai vécu là-bas. La guerre civile, le déménagement d'année en année, le changement d'école d'une année en année, car tu ne pouvais pas nécessairement rester dans un village, dans une ville trop longtemps. Du moment qu'on entendait la radio, qu'on était le prochain village ou prochaine ville qui allait sûrement se faire bombarder, là, on prenait nos valises pour partir ailleurs. Donc, j'ai fait le tour. J'ai été dans un camp de réfugiés pour un certain temps également. Et à l'âge de 8 ans, mon père il a fait un peu le tour de plusieurs pays pour être emprisonné à Los Angeles. J'ai dû finir aux États-Unis. Mais malheureusement, ils ne nous ont pas acceptés. Donc, il est arrivé au Québec. Il a eu sa citoyenneté. Il nous a sponsorisé par la suite. Donc, en janvier 2022, janvier 2002, je suis arrivé au Québec. Donc, toi, tu es là avec toute ta famille? Avec mon frère, ma mère et moi. Okay. Mon père était déjà ici. Il travaillait dans un petit... il était plombier dans un restaurant. Alors, il a dû travailler pour donner la vie qu'on a aujourd'hui. Je remercie mes parents de l'opportunité qu'ils m'ont donnée parce que, tu vois, comme là, je retourne, la guerre est terminée et c'est tough là-bas, c'est rough. Surtout en ce moment. J'ai mes cousins qui sont là, ils ont comme quoi, 5-6 ans de différence. Alors, les opportunités, là, ils travaillent pour moi, tu vois. Ah, tellement génial. Ils travaillent pour moi dans le marketing. Les Facebook ads, les Google ads, là-bas. L'Internet, ce qui est génial avec l'Internet aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Là, si tu veux faire de l'argent, tu pourrais prendre des clients d'ici et avoir une belle carrière là-bas. C'est juste le décalage horaire, en fait. Juste le décalage horaire, oui, c'est 12 heures de différence. Non, mais c'est parfait, hein, c'est ça. Vu que c'est sur 12 heures, ça va bien. Oui, ça va super bien. Et c'est ça, donc ils travaillaient dans un... Là, je vais un peu partout, là. Vous m'arrêtez si vous voulez me poser des questions. Donc, c'est ça. Ils travaillaient, ils vendaient des frigos à $200 par mois. J'ai dit, écoute, je vais te payer ton $200. Ça, c'est au début, il y a 2 ans. J'ai dit, je vais payer ton $200. Apprends tout sur le marketing. Tout est accessible sur YouTube. Tu veux donner un docteur, tu peux donner un docteur en regardant des vidéos sur YouTube. Alors, puis là, il travaille pour moi. Donc c'est lui qui gère tous tes réseaux sociaux? Une partie okay. de les publicités, plus de côté publicitaire payant et non organique. Mais ta famille doit être super fière. Tu fais vivre ouais, toute ta famille à travers les frontières, c'est cool. Justement, ouais. Tu nous amènes au niveau marketing, au niveau des vidéos. La visibilité que tu as en ce moment, c'est ce qui fait une grande partie du pourquoi aujourd'hui tu es là. C'est que tu as été très visible. Tu as un podcast, tu as plusieurs projets qui s'en viennent, puis tu es visible pas mal partout. Ouais. Pas mal tous les courtiers immobiliers, hypothécaires te connaissent au Québec. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu depuis quand ça a commencé? Puis moi, ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, dans ma question, là, c'est de savoir, tu sais, à partir de ton année 1,
quand tu étais stagiaire ou adjoint avec un courtier qui se spécialisait dans le privé, puis que tu t'es dit, OK, là, c'est moi, puis mes projets, mes rêves, là, puis quand est-ce que tu as commencé à dire, moi, je veux être visible partout, puis ouais, donc quand j'ai commencé, j'avais, comme je vous ai dit, 22 ans, j'avais aucune expérience sur le marketing, aucune expérience avec les vidéos, à part, tu sais, je suis génération X et Y, peut-être. C'est quoi, je suis né en 1993. Donc, j'utilisais déjà les plateformes. Je pense que c'est Y, je suis 91 moi, puis je pense que c'est Y. Y, ouais, c'est ça. Donc, nous, on a grandi avec la technologie, la Snapchat, les Instagram. Donc, avant, c'était juste la niaiserie. Tu vois, tu filmes un peu tes activités et tout. Donc, j'étais déjà sur les réseaux sociaux. Et quand j'avais commencé à l'âge de 22, cette personne, il faisait déjà des vidéos. Alors, étant donné que je faisais des vidéos, j'étais toujours cette personne qui était tout le temps curieux de savoir, de vouloir apprendre. Donc, je me suis tout le temps poussé. Je peux-tu faire un avec toi? Je peux-tu faire deux avec toi? À force de faire ça longtemps, je me suis dit, OK, je suis capable de le faire aussi. Alors, c'est d'où l'importance d'avoir un mentor quand vous commencez dans le courtage. Dans n'importe quel domaine, c'est comme secret pour aller plus rapidement, je dirais. Alors, du moment que j'ai su comment le faire par moi-même, dès que j'ai pris l'habitude d'être à l'aise devant les caméras, j'ai interviewé Georges Badaji, je ne sais pas si vous connaissez, un grand courtier dans le courtage immobilier. Mais, à Montréal, hein? Mais maintenant, il est chez Scotia, non? Non, Georges Badaji, c'est un courtier immobilier. OK. Ouais, il est à Montréal, hein? Il est à Montréal, Outremont. Il vend du luxe, multimillionnaire. OK. Puis là, il m'a donné la chance de l'interviewer dans mes premiers épisodes dans les courtiers du Québec. Et là, il me dit, Surjane, une des questions que j'avais pour lui, c'est, Surjane, en fait, je pose la question, qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Ça fait 30 ans que tu es dans le domaine et encore aujourd'hui, tu es relevant, c'est-à-dire que tu fonctionnes, tu fais du gros volume. Comment ça se fait que tu es encore aujourd'hui, tu es actif puis tu as du succès? Il m'a dit, Surjane, tout ce qui fonctionnait, je le fais. Et toutes les nouvelles façons de faire, j'applique. Mais l'erreur des courtiers, c'est qu'ils délaissent tout ce qui fonctionne pour prendre des nouvelles choses, pour appliquer des nouvelles choses. Par exemple, si lui, des pancartes sur la 440, ça fonctionne, ben, il va continuer à le faire, mais il va juste intégrer des nouvelles façons de faire du marketing. La majorité des gens, ils vont juste délaisser parce que ça coûte cher, même si ça fonctionne, pour prendre des nouvelles aventures. Alors là, ça m'a comme décliqué. J'ai dit, moi, les vidéos, ça fonctionne. J'ai vu que ça fonctionne. Donc, j'ai la personne que j'ai pris pour le podcast, je prenais pour son contrat. Lui, il travaillait sous contrat, donc je payais de temps en temps. Là, j'ai dit, tu veux-tu travailler pour moi? Après le podcast, avec Georges, j'ai dit, tu veux-tu travailler pour moi 40 heures semaine? Et là, j'avais pas les poches pour le payer. Je me suis dit, non, quand tu es au coin du mur, là, tout ce que tu peux faire, c'est avancer. Et étant donné que je vais faire énormément de vidéos maintenant, et c'est sûr que ça va finir par fonctionner. Alors, c'est comme ça que je me suis lancé à fond avec le conseil de Georges. Donc, chacun des entrevues que j'ai eues dans le passé, comme aujourd'hui avec vous, il y a toujours quelque chose, un déclic, une information qui va faire en sorte que ça va vraiment changer votre business. Puis moi, je le fais avec chacun des invités. Donc, j'applique, non seulement je partage avec tout le monde, mais j'applique aussi dans ma propre business. Tu appliques les invités, chaque expérience, en fait. C'est ça qu'on a aimé aussi de recevoir tous les invités qu'on a eus. Il y a des choses, peu importe le domaine, en fait, que tu es capable d'aller chercher puis de voir un peu comment eux, ils ont conçu leurs choses, surtout en tant que travailleur autonome. Là, peu importe la business, là, que tu fasses du ménage ou que tu sois courtier hypothécaire, je pense qu'il y a une business à monter, il y a une structure à mettre en place. Puis parlant de structure, tu m'avais parlé un petit peu de ton éthique de travail, ton horaire, ton agenda. Je pense que tu as une journée par semaine que tu te concentres justement sur la création de contenu. Oui. C'est encore la même chose? Oui, c'est encore en fait, c'est pas une journée par semaine. Honnêtement, je suis trop occupé pour de consacrer juste une journée. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé plusieurs modèles. Des fois, au début, j'avais consacré une journée, puis ça fonctionnait pas, j'étais débordé avec les appels. Donc, ce que je fais, c'est que je commence à 6 heures le matin. Mon gars, il rentre à 6. On monte les équipements. J'ai tous les équipements. J'ai investi presque comme dizaines de milliers de dollars juste en équipement. Parce que je trouvais qu'avoir comme une agence qui fait pour moi, je suis un control freak. J'aime ça, que ça soit fait de ma manière. Donc toi, c'est dans tes locaux professionnels? Dans mes bureaux, j'ai tous les équipements. Donc, il rentre à 6, on commence à 7, de 7 à midi, on shoot une fois par semaine.
Et là, j'ai d'autres projets, donc c'est 2 fois par semaine, mais c'est vraiment même pas une demi-journée, c'est un bloc de 4-5 heures. Et donc, c'est la façon que je fonctionne. Mais autre que ça, je me réveille comme à 4h30 le matin, je commence le gym à 5, je finis à 6. Pourquoi je fais ainsi? C'est parce que j'ai étudié un peu les gens qui ont du succès. Les Elon Musk, les Steve Jobs, les Jeff Bezos, eux qui ont vraiment réussi. Puis j'ai réalisé que tout ce monde-là, ils ont beaucoup plus de temps pour eux. Pourquoi? C'est parce qu'ils commencent très tôt leur journée. Étant donné que pour moi, j'ai toujours été quelqu'un qui est actif, qui aime ça, faire du entraînement physique. Au collège, même quand j'étais plus jeune, j'étais toujours dans les sports. Donc, pour moi, c'est une façon pour moi de décompresser. C'est une façon pour moi de rester en santé. Donc, je voulais pas délaisser l'entraînement. Alors, c'est très facile dans notre domaine de juste dire, OK, you know what, tu vas le faire demain ou j'ai pas le temps. Et on est brûlé le soir. Il faut le mettre à l'agenda. Des fois, on réalise pas, là, comme quelqu'un qui travaille de façon physique, il y a un boulot physique, il comprend pas pourquoi nous, on est fatigué en soirée. Même si on est au bureau, moi, je suis inspecteur bâtiment, mais j'étais dans la construction avant. Ouais. Puis donc, je travaillais le matin au soir physiquement. Je comprenais pas le monde qui travaillait dans un bureau. Voilà. Je lève des poches de béton, je lève des paquets de bardeaux qui pèsent une tonne. C'est pas la même fatigue, mais on a une fatigue aussi. Aujourd'hui, je suis plus moitié terrain bureau avec les inspections. Puis je le réalise que... Les journées de paperasse sont rechantes. Donc, fact-check par mon ami ici. Je confirme. Oui, exact. Donc, tu sais, on est brûlé, là. On est brûlé, donc moi, j'ai plus envie de rien faire après 7-8 heures, là. J'ai envie de juste me coucher ou regarder la télé un peu. Donc, étant donné que j'ai beaucoup d'énergie le matin, je fais très tôt le matin, puis ça me permet aussi d'être énergétique durant toute la journée. Puis cette routine-là, tu la maintiens sur les 7 jours de la semaine, ou est-ce qu'il y a une journée où tu t'accordes? Oui. Il y a un temps, je faisais 7 jours, 2 entraînements par jour. Vous connaissez sûrement le challenge 75 Hard. J'ai réussi pendant 75 jours, 2 entraînements par jour. Bravo. Oui, merci. J'ai perdu 25 livres et là, j'ai repris en muscle, par exemple. Ça, c'est parfait. C'est ça, donc. J'ai fait ce 75 Hard, mais le problème avec ce challenge, c'est que c'est tellement intense et il faut que tu fais tellement de sacrifices que dès que tu finis, tu retournes sur tes vieilles habitudes. C'est trop épuisant. Ton corps, il fait rétention. Exact. Là, je suis pas parfait. Là, j'ai repris beaucoup de poids depuis, même si je m'entraîne, c'est mélangé avec du muscle et du gras. Alors là, j'ai eu un conseil de mon ami, il a dit, Sergio, regarde, 75 Hard, tu peux recommencer, mais tu vas retomber sur les vieilles habitudes aussi. Oui, il y a des bonnes habitudes que j'ai gardées, comme réveiller très tôt le matin, c'est grâce à 75 Hard. Lire des livres, c'est grâce à 75 Hard. Faire du marathon, parce que tu cours, moi je courais pendant 75 jours, 45 minutes, je courais non-stop. C'est bien, c'est la vie la course. Alors là, ce que je fais, c'est qu'il m'a dit, lui c'est un bodybuilder, il m'a dit, regarde, va voir un nutritionniste, puis il va te donner un plan, suis ça, puis tu vas avoir le poids que tu veux, le corps que tu veux, c'est une question de nutrition. Je le sais, on sait tous que c'est la nutrition. On pourrait faire du sport toute la journée si on mange mal. C'est l'équilibre, en fait. C'est que tu peux manger ce que tu veux, mais au niveau de la nutrition, c'est d'avoir un équilibre. Puis l'équilibre, c'est difficile. Surtout quand tu as quelqu'un qui performe. Souvent, quelqu'un qui performe, il est all-in. Puis souvent, les personnes qui sont all-in, ils sont... Quand ils font rien, mais ils font vraiment rien. Fait que c'est tout le temps comme dans l'excès. Puis je me vois beaucoup là-dedans. C'est comme, je m'entraîne 7 jours semaine ou je m'entraîne pas pendant tout. Je mange de la salade ou je mange des Big Mac. C'est tout ou rien. Puis je le vois beaucoup. C'est de garder un équilibre, je pense que c'est ça qui est le plus difficile. Absolument. D'avoir un cheat day, puis de revenir dans ta routine, puis de dire hey, j'aime ça ma routine. Je trouve que c'est difficile. Je suis pareil, donc j'ai besoin de quelqu'un qui me pousse, que il doit être redevable. Donc toi, tu as un coach? J'ai nutrition, je suis en train de parler avec une personne. Je sais que dès que je l'ai, je vais changer ma façon de manger, de nourrir. J'ai un coach pour le mindset, j'ai un coach pour la accountability, donc être redevable à quelqu'un. Donc, quand tu es seul, en tant qu'entrepreneur, en plus, moi, je suis un chef d'équipe, donc les gens avec qui je travaille, c'est du monde qui me voit comme un leader. Mais pour que moi, je puisse être un leader puis que je peux continuer à amener de la valeur à ces gens-là, mais si j'arrête d'apprendre, à un moment donné,
ils vont rapidement réaliser que si je n'ai tout donné, il n'y a rien d'autre à donner. C'est pour ça que tu dois toujours continuer à progresser pour que tu puisses être une bonne influence pour les gens qui croient en toi. Puis est-ce que toi, ton équipe, est-ce qu'ils suivent tes exemples? Est-ce qu'ils se lèvent aussitôt? Est-ce qu'ils ont la même rigueur que tu as au quotidien? Est-ce que tu vois que ça fait quand même... Je les pousse, j'essaye, mais il y a du monde que malheureusement, peu importe ce que tu fais, ils vont jamais le faire. Il y en a d'autres qui vont le faire. Alors, en tant que leader, tu peux pas être un dictateur, tu dois faire ça, sinon oublie ça. Donc c'est par mes actions que je monte un peu. Et je pense que, étant donné que grâce à ça, j'ai du succès, il y a beaucoup de monde qui réalise que c'est ça qu'il faut faire. Il y a beaucoup de monde qui rentre dans le courtage, c'est leur 2e, 3e carrière. C'est du monde qui étaient salariés, ils avaient un FA5, donc c'est une autre game. Alors, tu dois vraiment changer ta personne. Et étant donné que c'est une nouvelle équipe, donc je suis dans le processus de comment que je peux aider ces gens-là. Donc, j'ai pas la recette magique, ça fait pas 10 ans, 15 ans que je gère une équipe. Mais quand même, le fait d'avoir une belle routine le matin, on voit que tous les grands qui ont réussi sur la planète, c'est tous des gens qui se lèvent super tôt et qui ont une belle routine. Puis toi, c'est bien, c'est que tu es capable encore de la suivre après tout ce temps. Puis tu es capable aussi de te remettre en question. Oui, parce que je vois les résultats. C'est fou, je vois les résultats. Chaque jour, je vois les résultats de toutes les actions que j'ai prises, tous les sacrifices que j'ai faits dans le passé. Alors, pour moi, c'est impossible d'arrêter. Et puis, c'est payant. Tu te rends compte que tout ce que tu as fait, c'est très payant. C'est bénéfique. On en parlait hier au soir avec Guillaume, justement, de se lever tôt le matin. J'ai une entrevue que tu as faite récemment. En tout cas, elle a été postée récemment. C'est avec un courtier immobilier de mémoire, je pense que c'est EXP. Il a dit une phrase qui ça m'a donné des frissons, en fait, parce que je suis justement en train d'essayer de monter une équipe en ce moment à la recherche d'une adjointe à temps plein, des juniors qui vont pouvoir m'accompagner avec la nouvelle restructuration que j'ai en ce moment. Puis il a sorti une phrase. Écoute, il avait expliqué là, qu'il y a quelqu'un qui voulait faire des vidéos dans son équipe, puis il avait dit, écoute, moi, ça me va si tu veux faire des vidéos, mais c'est ton objectif, c'est ton rêve à toi de faire des vidéos puis d'être visible sur les réseaux sociaux. Je veux que tu me fasses 2 vidéos par semaine. La semaine où tu ne me sors pas 2 vidéos, je te laisse tomber à l'extérieur de mon équipe. J'ai eu des frissons. Puis après ça, tu dis, hey, ça pourrait sonner harsh pour la plupart des gens qui nous écoutent, mais explique-nous comment toi tu vois ça. Il dit, s'il n'est pas capable de soutenir son propre rêve, il ne soutiendra pas les miens. J'ai des frissons. Ouais. Je trouvais ça incroyable comme phrase, comme thinking, de dire, tu dois toi-même suivre tes rêves. Fait que si toi, ton rêve, c'est d'avoir un 6-pack, tu es prêt à te lever le matin, ça va être difficile d'aller aider le rêve à quelqu'un d'autre. Absolument. Puis si j'ai eu les mêmes frissons. Ouais, c'est vrai, là, c'est incroyable. Ça m'a permis aussi, tu sais, comme quand je dis que chaque entrevue, j'apprends, puis je débute cette aventure d'avoir une équipe. Puis c'est beaucoup de gestion. Chaque personne, ils ont leur personnalité. Il faut le pousser d'une manière différente pour chacun. Puis si tu pousses d'une façon que, par exemple, Céline, elle, là, il faut que tu sois direct avec elle. Tu dis, Céline, tu ne fous rien. Let's go, lâche pas, comme je veux que tu bouges. Ben, Céline, elle aime ça. Elle aime ça que je parle comme ça parce que ça lui frappe dans la face puis ça lui permet de réveiller. Mais l'autre personne, si cette personne n'aime pas qu'on approche comme ça, il faut l'approcher d'une façon plus douce, ben, si tu peux pas avoir la même approche. Puis en tant que leader, ben, j'essaie d'apprendre tous les moyens pour chaque personnalité. Donc, c'est beaucoup de travail. Donc, quand j'ai entendu cette anecdote de Teddy, Omer, Charles Teddy, j'ai dit, you know what, c'est quelque chose que je dois vraiment travailler. C'est quelque chose que je dois travailler parce que il y a certaines personnes ils vont te vendre un rêve, ils vont te dire qu'ils vont travailler, ils vont faire ci, puis malheureusement, ils font pas le travail. Puis en tant que leader, si tu laisses traîner, si tu laisses cette personne faire ce qu'il veut, même s'ils sont travail autonome, le fait qu'ils font faire partie de ton équipe... Ils vont tout pourrir le reste de ton équipe. Exactement, exactement. Alors, je suis en mode apprentissage, je suis en mode de comment que je peux restructurer pour que ça fonctionne. Et mon objectif, c'est d'aller à 200, 300, 400 personnes. Ah oui, donc, toi, tu rêves gros, là. Oui. Alors, ça, pour moi, je vois ça comme un défi. Comment que je peux aider tout le monde? Comment que tous les gens autour de moi peuvent avoir du succès? Puis dès que tu connais la façon de faire, après ça, ça va plus vite. Alors, les petits problèmes que je vis en ce moment tous les jours,
Mais je me lève le matin tous les jours pour dire, OK, comment je peux les affronter? Comment je peux faire? Vas-y, j'avais une question depuis tantôt, je vais poser. Là. Je suis assez souvent, tu parles de où est-ce que tu t'en vas dans le futur avec ton équipe, c'est vraiment cool. Mais quand tu as commencé comme courtier hypothécaire, pensais-tu de développer une équipe comme ça? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Je voulais juste faire de l'argent. C'est honnête, c'est parfait. Ouais, je voulais juste faire de l'argent. Tu es jeune, tu as des grands rêves, puis surtout avec mes parents qui ont comme fait le gros travail de traverser un océan, de vivre tous ces obstacles pour arriver ici. Pour moi, je suis un imbécile si je fais rien de ma vie. Ouais, ok, tu peux pas gaspiller ta vie. Là, alors pour moi, c'est comme, you know what, Québec, c'est une terre d'opportunités. Il faut vraiment que je donne mon 100%. Et tu vois, il y a certains immigrants qui viennent ici, puis ils n'ont pas le même mindset. Ah, mais c'est ça, je pense que ça vient aussi de la personnalité. Certainement. Là, c'est pas tous des battants. Hein. Certainement. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais je suis content de ce que je suis comme ça, honnêtement. Donc, pour moi, c'est comme, you know what, je dois pousser. Donc, chaque fois que je rentre dans un domaine, chaque fois que j'ai une nouvelle aventure, j'essaie toujours de voir 5, 6, 10 pas en avant pour dire, donc, à 22 ans, je voulais juste faire de l'argent, je voulais faire 500 000, 1 million. Mais aujourd'hui, c'est en lisant un livre que j'ai comme changé mon mindset. Ça s'appelle 5 Moves Ahead by Patrick Bet-David. Est-ce que quelqu'un connaît? J'écoute beaucoup ces podcasts à Patrick. Patrick Bet-David. Super bon. Tu sais, Patrick Bet-David, je l'ai invité au pod. Ah ouais? J'avais les gros là. Tu checkais un peu? Hein? Ben oui. Il est imposant. Il y a tellement de valeur. Chaque fois qu'il ouvre sa bouche, tu veux juste l'écouter. Il est charismatique. Oui, il est très charismatique. 1000% de confiance, ce gars-là. Oui. Je l'ai rencontré comme 3 fois. À un moment donné, là, on perd encore le... J'aime ça. J'adore ça. Donc, je l'ai rencontré au Miami South Beach. Je marchais avec ma copine. Et là, on magasinait et tout. Puis là, je vois un grand 6 pieds 4. Tu mesures combien, toi? 6'3". 6'3", donc c'est un peu ta grandeur. Il marche avec ses 2 enfants, toute seule. C'est une vedette, là. Dans l'entrepreneuriat, c'est une vedette. Il est tout le temps autour de plein de monde. Là, je vois de loin, je dis, oh mon Dieu. C'est mon opportunité. C'est mon opportunité. Là, je crie, Patrick! Là, il me regarde, il dit, c'est qui ce fou? Et là, je l'intercepte. Je dis, hey Patrick, I'm a big fan of you. I've been watching your stuff from Montreal. J'avais une petite conversation, mais je réalisais qu'il était avec les 2 enfants, puis je voyais ces 2 enfants en train de faire la baboune. Ils n'étaient pas contents de voir quelqu'un qui... De piquer le seul moment qu'ils ont avec leur père. Exactement. Puis là, cette journée-là, je devais partir à Montréal dans 2 jours. Et là, il me dit, c'est aux jeunes, comme on a un événement 3 jours plus tard, c'est un événement d'1 semaine, tu devrais venir. J'ai dit, tu repousses ça de 10 jours. J'ai dit à maman connu, oublie ça, là, moi, c'est sûr que je participe. Et grâce à cet événement, j'ai eu la chance de parler une autre fois, parce que là, il sait qui je suis. Durant le stage, c'est fou à dire, il y avait 100 personnes, ça s'appelait Sales Summit. C'est-à-dire tous les grands vendeurs qui veulent apprendre la vente. Puis lui, t'as invité, il t'a dit, viens faire mon congrès pendant la semaine. Il m'a invité, mais je devais payer, bien sûr. C'était combien de prix? C'était 3000 US plus taxes. Ouais. Pour la semaine ou seulement pour... C'était comme 3 jours. 3 jours. C'était, mais l'ambiance, elle devait être juste folle. C'est tous des gens qui sont crinqués à 2000. Là. C'est fou. Puis j'aime ces séminaires parce qu'ils ne vendent pas un rêve. C'est plus technicalité. Okay. Comment bâtir une équipe. Lui, c'est tout ce qu'il a fait. Il était propriétaire d'un cabinet d'assurance avec 30 000 agents à travers 50 États. Un immigrant comme moi qui est arrivé au pays à l'âge de 10 ans. Donc, je voyais beaucoup en moi. Mm-hmm. Donc, quand je suis rentré là, j'ai eu encore l'opportunité de parler. Et puis, j'ai comme shooté avec Patrick. I have a French podcast in my country. Why don't you pass by? Puis, il m'a challengé. Il m'a dit, ouais. Il m'a pas dit non. Puis, j'aime ça. Habituellement, quelqu'un qui est aussi gros que lui, avec autant de suiveurs, ils vont dire, ben non, t'es qui? Genre, tu demandes tes statistiques, non, ça fonctionne pas. Il t'a lancé un défi? Il m'a lancé un défi. C'était quoi? C'est d'avoir 1 million de downloads dans mes pods. Donc, puis, si tu avais 1 million, tu pouvais venir faire absolument, parce que il faut qu'il gagne quelque chose. C'est son taux horaire. C'est un taux horaire, tu vois. Comme lui, il y a des gens qui invitent à 100 000 pour avoir une heure avec lui. Une heure
de speaking, c'est un speaking fee. Pour parler devant des centaines de personnes, on paye des centaines de milliers de dollars. Donc, il m'a dit ça. Donc là, je suis en train de changer un peu mon plan d'affaires pour pouvoir aller à... Pour réussir cet objectif-là. Ouais. Alors, pour le faire, c'est simple. Il faut que je élargisse mon audience. Puis il va falloir que tu développes du côté aussi anglophone. Anglophone, donc, exact. Mais lui, ça va lui apporter toute une belle visibilité au Canada. Effectivement. Donc, tu vois, le fait que le podcast Les Courses du Québec, c'est le numéro 1 au Québec, juste avec ça, donc il va être gagnant s'il sait comment profiter de ce marché. De deux, je vais commencer des événements bientôt où je vais amener 600 personnes dans la même salle, 600 courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires dans la même salle. Donc, ça va être un sales fest. Des conseillers aussi? Conseillers aussi, absolument. Moi, je veux l'invitation. Je pense à une autre question. Mais inspecteur? Non, en fait, pas inspecteur. Non, en fait, tu vas être invité. sur ton podcast, en fait, je pense avec Céline et Guillaume, je connaissais pas ton podcast avant. Ouais. Puis c'est Céline et Guillaume qui me parlaient de ça. Puis je vais aller écouter. Je vais être après le seul inspecteur en bâtiment à écouter ton podcast. Là. Mais, c'est surpris, hein? Je pense qu'il n'y a pas que des courtiers qui écoutent quand même. Ouais. J'imagine, c'est ça, parce que c'est quand même très bon. Là, puis les conversations sont super cool. Puis les invités que tu as, justement, tu vois qu'il y a une espèce de grain, puis c'est du monde sérieux, puis c'est vraiment le fun comme conversation. Même si je suis inspecteur, je peux quand même prendre certaines notions là-dedans, c'est apprendre certaines choses, puis c'est vraiment cool. Ah, absolument. Mais dans le fond, ce que je voulais te demander, c'est... Là, j'ai perdu ma fil de ma question. Mais dans le fond de ton podcast, c'est pourquoi tu as lancé ça sur les courtages hypothécaires et immobiliers? Ouais, pourquoi au début, pas l'immobilier en général? Ouais. Pourquoi pas... Oui, parce que il y en a déjà. Encore 5 moves ahead. Quand tu commences un projet, tu dois toujours voir les opportunités. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce projet peut être viable? Est-ce qu'il peut avoir du succès? Puis je voyais que tout le monde, que ce soit les courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, ils commencent toujours un podcast sur l'immobilier. C'est ce qu'on fait, c'est dans lequel on travaille, c'est normal. Donc j'ai comme compris qu'il faut que... J'ai compris, puis aussi je voyais qu'il n'y avait pas de podcast pour les courtiers. À moins que c'est un courtier qui veut juste aller faire du recrutement. C'était pas à la base pour donner. Moi, comme tu pouvais voir... Toi, tu partages. Toi, t'es là pour... On donne. On vend rien du tout. On donne. Donc, étant donné que je voyais qu'il n'y avait pas ce genre de podcast au Québec en français, j'ai dit, you know what, je vais commencer. Et aussi, je voulais apprendre. J'avais soif d'apprendre. Alors, si je veux parler avec, je sais pas moi, quelqu'un qui, comme Georges Badagie ou Patrice Ménard, à moins de travailler pour lui, pourquoi il va venir me passer 1 heure avec moi? Hein? À moins qu'il y ait un intérêt, que je suis un gros producteur, je fais du volume, puis que il y a une possibilité de faire partie de son équipe. Sinon, il ne va pas passer 1 heure avec moi. Il ne va surtout pas partager. Donc, on parle de Patrice, ça peut être n'importe qui. Donc, je me suis dit, you know what, pourquoi pas mettre les gens sur la plateforme et eux, ils partagent, puis c'est une façon pour eux de redonner. Et ça me permet pour moi d'apprendre, profiter un peu de ce moment pour avoir ces 1 heure avec eux, puis dévoiler tous leurs secrets. Puis je suis comme une éponge qui Mais c'est vraiment bien. Moi, quand j'ai commencé à te suivre, je venais juste d'arriver dans le courtage. Et ça m'a donné plein d'idées. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai appelé. La première fois que je t'ai appelé, c'est parce que tu as dit, n'ayez pas peur de contacter des courtiers d'expérience. Et j'ai dit, tiens, je vais appeler Serou. Il commence, mais c'est pas grave, je voudrais juste un petit peu savoir. Et quand j'ai commencé, j'avais pas le volume, j'avais rien du tout. J'avais juste le vouloir, l'ambition. Tu as le côté humain qu'on retrouve peu dans le courtage. Je sais pas si tu te le fais dire de temps en temps, mais... Pas du tout. En fait, t'es la première personne. Moi, je trouve que t'es quelqu'un qui est humain. Oui, t'es business, mais t'as un côté humain, un côté partage, de redonner au suivant sans toujours voir le billet derrière. Et ça paraît vachement. Merci. Premièrement, parce que t'es ici au podcast aujourd'hui, puis il n'y a pas les views que t'as l'habitude, en fait. Fait que tu viens vraiment juste partager de l'information. C'est ça qui est intéressant aussi avec toi, c'est qu'on le sent. T'sais. Tu l'as dit tantôt, je voulais créer un podcast, j'étais 5 coups en avant, je voulais juste donner de l'information aux courtiers. T'sais, les retombées de ça, oui, il va en avoir, mais l'idée, c'est de le faire sans avoir à penser aux retombées. T'sais, peut-être que t'es 5 coups d'avance, oui, mais en fait, on le sent beaucoup, le côté humain. Fait que, un gros merci. 5 coups, je savais que ça allait venir plus tard. Pas tout de suite, ça allait venir plus tard, mais à la base... Tu sais qu'il y a une retombée parce que si ta crèche, là, ta niche est avec les courtiers, sûr que de donner de l'information puis d'être visible avec tous les courtiers, c'est intéressant pour toi dans le futur. Mais à court terme, c'est quand même de donner de l'information sans avoir à dire, bon, ben,
Je veux qu'il y ait des retombées à court terme. Fait que c'était quand même de redonner de l'information rapidement. Puis moi, j'ai une question pour toi, Serou. En ce moment, tu es courtier, tu fais encore des dossiers. Est-ce qu'à un moment, tu t'imagines ne plus en faire? Absolument. Moi, j'ai déjà ma porte de sortie, là. Ah ouais, donc, on ne pourra plus t'appeler pour avoir, tiens... Non, tu vas avoir du monde qui vont travailler avec moi et pour moi, qui vont pouvoir le faire. C'est avoir 200, 300 courtiers. Déjà, avec 9 courtiers dans mon équipe, je vois le travail derrière. Mais tu as 9 courtiers, mais tu as quand même plein d'autres courtiers qui t'appellent pour balancer leurs dossiers, qui ne veulent pas faire de l'alternative. Les courtiers de l'externe, tous les cabinets confondus qui m'appellent, que ce soit Multiprêt, Planiprêt, Hypothécaire, Dominienne. Tu en as beaucoup quand même qui t'appellent en moyenne? Oui, tous les jours. Okay. Tous les jours. Et puis j'ai arrêté le développement en plus. C'est-à-dire que je sollicite pas de nouveaux courtiers. Donc si on est déjà dans ta gagne, c'est bon, on a le droit d'y rester. Oui. Mais je veux dire, comme, j'ai arrêté parce que je me concentre à travailler avec mon équipe. Avant, je voulais juste aller chercher le plus de personnes possible et qui savent qui est ce que je fais. Mais c'est quoi ta question, excuse-moi? C'était de savoir déjà, est-ce que déjà dans un premier temps, toi tu vas arrêter un jour de faire du courtage? Oui, c'est ça. Donc c'est-à-dire quand tu veux avoir 200, 300, tu veux sortir du courtage puis aider ces personnes-là à juste progresser. Et donc tu aimerais un jour peut-être avoir ton propre cabinet? Absolument. Je le dis depuis 3 ans maintenant. Alors ceux qui m'écoutent, ceux qui savent qui je suis, dans 10 ans, dans 5 ans, ils vont dire... Tu vas aller faire de l'ombre à Multiprêt, Plani, tout ça? Ben oui. J'avais une question pour toi, puis je pense qu'on vient pas mal de répondre, mais tantôt, je me posais la question, je voyais un Serou-Jan avec une corde sur l'épaule puis qui tire un bateau, qui est un producteur là, qui fait du 12 heures par jour puis qui grind comme à ses premières années. Puis je voyais Serou-Jan qui fait des podcasts, qui s'en va aux États-Unis, aller faire des formations, puis qui est plus visionnaire, puis qui est plus je veux starter des projets, puis c'est un gars start-up. Est-ce que c'est la même personne ou tu es plus en train de devenir un visionnaire, d'avoir développé des nouveaux projets, que de vouloir produire justement en étant courtier ou plus courtier? C'est une très bonne question. Je pense que je sais comment produire. Ouais. J'ai pas besoin de me prouver pour produire, tu vois. Donc, là, présentement, puis ici, Joli Cœur, qui brasse un peu le marché, c'est avec sa première année, environ 160 millions de volume. Alors, quand j'ai vu un gars comme lui, j'ai dit, you know what, oh shit, OK. Est-ce que je veux vraiment rentrer là-dedans? Je me suis reposé la question, j'ai dit, non, tu sais quoi, ça ne m'intéresse pas. Le volume que je fais assez d'argent, je vis bien, je ne suis pas un gars flashy, pas besoin de grandes choses alors, je me suis dit, you know what, c'est pas ça qui m'intéresse. Je fais un bon volume, mais mon objectif, c'est de ne pas faire 200, 300 millions. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est de créer des courtiers qui font 30, 40, 50, 60, 70 millions. Et comment les garder? C'est bien. Au début, tout le monde, aujourd'hui, si je dis, you know what, guys, je veux recruter, appelez-moi. C'est sûr que je vais avoir plein d'appels. Mais l'objectif, c'est pas de prendre tout le monde et après ça, essayer de voir comment que je pourrais débrouiller avec eux, c'est de les garder. Alors, c'est pour ça que je vais doucement en ce moment pour aller très vite après. Donc, j'ai 8 personnes en ce moment. Je regarde comment que je pourrais retenir ces personnes, comment que je pourrais continuer à donner de la valeur. C'est les mêmes que depuis le début. Là, les 8, c'est toujours ton même bassin ou ça a quand même déjà eu un petit peu du roulement dans tes 8 courtiers là? Il y a eu du roulement, oui. Il y a du roulement. Mais effectivement, c'est dur de garder des courtiers dans une équipe parce qu'on est déjà rattaché à une agence, mais après, c'est de partir ton agence. Oui, c'est très difficile. J'ai dû même sortir quelqu'un. Tu vois? Alors, c'est parce que t'apprends. C'est vraiment dur à faire de la gestion d'employés. Ben, j'imagine aussi quand t'es courtier hypothécaire puis que t'as une équipe, ben, faut que tu donnes un plus-value à l'équipe pour qu'elle reste avec toi. Parce qu'un coup, elle a 2, 3 ans, 4 ans d'expérience. C'est ce que tu disais tantôt, quand tu disais faut que tu sois 1 ou 2 coups, 3 coups, 4 coups d'avance en avant d'eux pour être capable de toujours être le leader, de leur apporter un plus-value. Si tu arrêtes d'apprendre, ils arrivent à ton niveau, puis c'est là que probablement il y en a qui... C'est ça qui t'est arrivé à moi, en fait. Qui quittent ou que, tu sais... Exact, c'est ça qui t'est arrivé à moi quand il y a quelques années, quand j'étais chez Multiprêt, j'étais avec une personne qui avait beaucoup à me donner, mais du moment que je sentais qu'il n'y avait plus à me donner, malheureusement, et que quand je voulais avancer, ben, cette personne-là me retenait, je me suis dit, you know what, je suis désolé, mais il faut que je vole de mes propres ailes. Parce que cette personne,
dans toute son expérience, il n'a jamais vu une personne comme moi qui est restée dans le privé. De un, privé, c'est extrêmement... c'est épuisant mentalement. C'est dur, ouais. C'est dur. C'est pas tout le monde qui sont capables de le faire. Donc, il y a tous les employés courtiers avec qui il a déjà travaillé dans son équipe. Ils ont fini par sortir. Soit par eux-mêmes. Pour repartir sur du résidentiel classique. Ou quitter le domaine. Alors lui, il n'a jamais vu une personne comment venir puis surpasser, dépasser. Dépasser le maître, c'est exactement. Souvent, Donc, et alors là, il n'avait plus rien à me donner puis il ne voulait pas nécessairement progresser lui pour m'aider. Alors j'ai dû partir. Donc moi, je ne vais pas faire la même erreur. Donc, tu vas être au devant tout le temps. Là. Tout en avant. C'est ça, c'est important que tes rêves à toi, dans le fond, les rêves d'un entrepreneur. J'avais entendu ça sur le podcast Journal d'un entrepreneur, puis c'était très bien dit. Il expliquait dans le fond qu'il dit un entrepreneur, faut pas que ton entrepreneur qui travaille chez vous ait un plus grand rêve que l'entrepreneur lui-même. Il faut que le rêve de l'entrepreneur fit dans le rêve de l'entrepreneur. Ouais, parce que sinon, s'il dépasse le tien, c'est sûr que ça va décrocher. C'est comme si tu essaies de former quelqu'un que lui veut avoir un cabinet puis être le plus gros en Amérique du Nord et d'avoir 700 personnes, puis que toi, ton sommet, c'est 200-300. C'est ça qui va clasher. Fait que c'est ça, là, si jamais je trouve cette personne, c'est sûr que je vais trouver un moyen de le garder. De toi aller à 1000. Peut-être aller à 1000 ou mais créer un partenariat avec cette personne, absolument. Parce que c'est rare de voir des personnes comme ça, tu vois, qui veulent beaucoup. Parce qu'en fait, c'est surtout qu'après, on est limité. Parce qu'en fait, ce qui est dur dans notre domaine, puis tu le sais, puis Guillaume aussi, on en discutait tout à l'heure, c'est la création d'une équipe. Parce que, tu sais, performer en solo, malheureusement, on n'a que 24 heures dans une journée, puis on a beau se coucher à 2 heures du matin, puis se relever à 4, à un moment, on ne peut pas faire plus qu'un certain nombre de dossiers si on est en solo. Mais créer une équipe qui va être efficace et qu'on va garder, c'est ça qui est dur dans le courtage. Parce qu'à un moment donné, ils réalisent qu'ils peuvent eux-mêmes le faire. Plus d'argent en étant en solo. Exact. Mais ça, c'est à la base, il faut se connaître. Est-ce que tu es un numéro 1? Est-ce que tu es un numéro 2? Est-ce que tu es un numéro 3? Est-ce que tu es un numéro 4? Par exemple, si on prend l'exemple de Bill Gates, lui, c'est un numéro 1. Puis son partenaire, j'oublie tout le temps son nom, Steve, il y a la France, Steve Ballmer, ouais. Lui, c'est un numéro 2. Vous l'avez sûrement peut-être, vous connaissez peut-être pas, mais il est dans l'ombre milliardaire. C'est le bras droit de Bill Gates. Pourtant, Bill Gates, c'est lui qu'on connaît tous. Mais le numéro 2, il a su travailler avec Bill Gates. Il sait que sa place est être numéro 2. Mais ça ne veut pas dire que tu es un loser. Ça veut simplement dire que tu n'es pas fait pour être... Peut-être que ça lui convenait de ne pas être sous les spotlights. Exactement. Mais parce que Bill Gates grandissait, les actions débordaient, et ça a pris de valeur, mais lui, il a fait autant d'argent. Donc, je pense que les gens doivent se réaliser, ils doivent se retrouver, ils doivent savoir qui ils sont à la base, avant de se lancer, avant de se dire, you know what, je veux être comme Cyril Jeune, je veux être comme Patrice Ménard, je veux être comme Georges Badagier. Ouais. Si toi, c'est pas toi, c'est pas dans ta personnalité. C'est ce que j'allais dire, on n'a pas tous les mêmes ambitions. Je fais le même travail que toi, mais en étant juste au résidentiel, et j'ai vraiment pas du tout tes ambitions. J'admire ce que tu fais, mais jamais je voudrais prendre ton rêve. Il t'appartient, je trouve ça super. Moi, c'est pas un rêve qui me fait rêver. Absolument. Et qu'est-ce que je peux rajouter là-dedans, c'est donc c'est pas le même rêve, on n'a pas le même rêve, mais tu sais qu'en suivant Cyril, tu vas peut-être avoir plus d'opportunités. Complètement. Ouais, c'est ça. Après, on peut être un numéro 2 ou un numéro 3 en te suivant, puis tu auras besoin d'avoir un numéro 2 et un numéro 3. Exactement. Tu vois? Donc, c'est de trouver ces superstars le plus rapidement possible et s'accrocher à ces personnes-là, puis juste les suivre. Et tu vois, il y a tellement d'opportunités qui vont se créer parce qu'eux, c'est des machines. Ils veulent toujours plus. Puis toi, tu sais que dans toutes les opportunités qui vont être créées, tu vas pouvoir t'impliquer, tu vas pouvoir comme profiter de non, donc toi, concrètement, le courtage, tu te vois encore dedans pour combien de temps en tant que courtier hypothécaire? Vraiment pour faire du dossier, rencontrer des clients? Est-ce que tu te dis, il te reste encore 2 ans, 3 ans ou... Je dirais, j'ai 29, avant mes 35... Je suis plus courtier. Avant tes 30 ans? Donc 35. Ah, 35, ok. Je vais dire, là, j'ai 30 ans, il t'en reste. Il me reste quelques mois, là. Okay. 35, okay. Ça me permet de vraiment apprendre la base de comment gérer une équipe. Puis je vais revoir cette podcast puis dire, OK, c'est urgent. 34 ans, dernière cotisation à l'AMF.
On n'a plus besoin de permis après. 35, je me dis 35. Dans ton podcast que tu fais, j'ai écouté tes premiers épisodes, j'ai écouté tes dernières qui ont sorti, puis j'ai vu une évolution de Serou-Jeanne. Puis est-ce que tu les écoutes, tes premiers podcasts, des fois? Non, ça me fait cringe. OK. Moi, j'adore ton premier. Ton tout premier premier, puis on aurait dit que vraiment, c'est pas pour t'insulter du tout, vraiment le newbie qui pose des questions, puis qui veut apprendre, puis comparé à, mettons, tes derniers podcasts, OK, non, ta Serou-Jeanne, il sait aussi en ligne. Il a grandi. Là, C'est vraiment les cool. J'ai vu questions le clash que tu des poses, ils viennent, tu prends de l'information, mais on sent plus que tu te mets sous la personne. On dirait vraiment que tu trouves le tour que même si t'es un numéro 1 puis la personne que t'interviews est un numéro 2, tu te mets égal à elle puis tu es capable d'aller chercher de l'information. Au lieu de la regarder de haut, de bas en fait, là, de la regarder en haut puis de dire oh wow, tu sais, apprends-moi. Là, c'est plus la même chose. Là. C'est comme, là, j'en sais beaucoup, mais aujourd'hui, je settle down puis je veux savoir qu'est-ce que tu peux en J'ai jamais vu ça comme ça. Mais en fait, l'image, c'est ton côté humain. Oui, c'est cool de savoir ça, guys, parce que je regarde pas mes anciens épisodes. Je regarde une fois l'épisode. Moi, ton tout premier, là. Alors, des fois, c'est arrivé que je suis tombé sur mes vieux épisodes, puis je regardais, qu'est-ce que je fais? Il faut pas regarder. Moi, je regarde pas non plus qu'on tourne, sinon je... En anglais, on dit post and ghost. Moi, je trouve ça fou. Post and ghost. T'as fait un post, je pense, l'année passée, je trouvais ça fou. C'est un post que t'as repartagé de 7-8 ans. Je pense que tu travaillais pour Garda ou une compagnie de sécurité. Je travaillais au McDo. C'était-tu au McDo ou c'était dans un... Je pense que j'ai fait 2 posts, ouais. Il y a un story où je dors sur la table de McDo, là, dans mon break. Puis là j'ai posté ça. Puis c'est drôle que toute l'évolution que j'ai eue. L'évolution que j'ai eue. Puis aussi, j'ai fait un post pendant que j'étudiais pour devenir courtier, pendant mon travail en tant que sécurité. Moi, c'est celui-là que j'avais vu aussi. Ah, ça m'a... T'avais pas eu tout le même mindset, là, on dit que t'étais... Ah ouais, puis là, tu regardais la abattu. caméra, là. Tu fais un selfie, genre, je sais pas trop c'était quoi, je pense que tu filmais quand tu faisais la vidéo, puis t'es comme... Yo, it's hard, guys. Là, j'étudie, je suis fatigué, je travaille. Puis je trouvais ça drôle, là, tu sais, le skyrocket en genre 8 ans. Mais là, tu te dis, tu te vois où dans 8, dans 16, dans 24. Puis on est encore jeune. Tu sais, à 70 ans, on va être encore en forme, 60 ans, 50 ans. Tu dois voir où ce que t'es rendu à 50 ans, ça va être fou. C'est un effet boule de neige. Ça va plus vite, puis ça grossit plus grand. Alors, c'est ça qui est génial. Donc, chaque jour, tout le travail que tu mets, comme aujourd'hui, le travail que je mets ici, ça va vous aider, mais aussi ça va m'aider également. Donc, tu sais, chaque jour, j'essaie de travailler sur le marketing, sur le développement personnel, sur moi, sur l'équipe. J'ai une question. Vas-y. On a un million de questions, je pense. Ce qui est bien, c'est que tu grandis, tu continues de te surpasser et de continuer de grandir, même si tu as déjà quand même atteint les étoiles. Ah non, je suis loin de ça encore. Ça, c'est quelque chose que c'est une de mes personnalités que j'aime beaucoup. Je donne pas beaucoup de fleurs à moi-même, mais ça, tu viens de me faire réaliser. Par exemple, il y a certaines personnes qui peuvent dire, you know what, c'est un nouveau podcast, qu'est-ce que je fais là? Je suis loin. You know what, ça m'intéresse pas. Il y a du monde qui m'ont refusé dans mes débuts. Mais ceux qui m'ont donné la chance aujourd'hui, encore aujourd'hui, on a des opportunités ensemble. J'ai des opportunités avec eux. J'ai des affaires avec eux. Je fais des affaires avec eux. On fait de l'argent ensemble. On a une amitié ensemble. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais pris en considération. Je ne vois jamais personne de bas. C'est-à-dire que je prends toutes les opportunités sur la table parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que vous pouvez créer avec ce nouveau projet que vous avez. Donc, il ne faut jamais négliger personne. Et j'ai toujours été comme ça. Puis, j'espère que je serai toujours comme ça 10, 20, 30, 40 ans plus tard. On ira taper sur l'épaule si tu changes. Quand ton revenu horaire va être de 10 000 on réévaluera l'invitation au podcast là, dans 10 ans. Mais... tu noteras dans ton téléphone une alarme pour dire de réécouter le podcast à telle minute dans le podcast parce que tu viens de dire ça dans 10 ans. Absolument. Ah oui, c'est vrai. Faut pas j'ai une question par rapport à le recrutement. On parlait d'équipe tantôt, mais si je prends l'exemple des conseillers en sécurité financière, moi je suis à l'agence de Grimby chez IA Groupe Financier, puis il y a des nouveaux, il y a des stagiaires tout le temps qui rentrent, il y a des directeurs qui s'en occupent. Puis on parlait tantôt de, il faut que tu trouves des gens qui sont intéressés, puis qui sont entrepreneurs, puis qui vont voir les meilleurs, puis qui apprennent de eux. Puis je l'ai remarqué là, que c'était environ une personne sur 15 qui fait ça. Ah ouais? Sur 35-40 qu'on a eu de stagiaires, là, il reste là, low profile,
Puis ça, je me demandais, est-ce que tu crois que ces personnes-là sont simplement pas à leur place? Parce qu'évidemment, ces gens-là ont quitté. Puis ceux qui ont resté, mettons les 4 qui ont resté en 2 ans et demi, 3 ans, il y en a 1 ou 2 qui est allé demander de l'aide au meilleur de l'agence. Puis ça a été mon réflexe. Moi, quand j'ai fini de faire mon stage, je suis arrivé à telle position dans l'agence. Puis j'ai pas fait comme « Wow, je suis content d'où est-ce que je suis arrivé ». Non, j'ai travaillé 70 heures par semaine pendant 3 mois. Qu'est-ce qu'ils ont fait ceux en haut? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis là, je suis allé travailler avec chaque personne en haut pour apprendre. Puis j'ai l'impression que c'est quand même rare, les gens qui font ça. Puis est-ce que toi, tu veux monter une équipe avec des gens qui veulent être comme ça, ou il y a moyen d'aller titiller l'intérêt à des gens qui n'ont pas le réflexe de le faire? Non, je veux pas faire la garderie. Ouais, c'est ça la question. Fait que les gens qui sont pas proactifs par rapport à ça sont probablement pas à leur place, d'après toi? Exactement. Non, pour vrai, il y a du monde qui rentre dans le domaine, et je le vis en ce moment, je le vois en ce moment, puis à travers mon expérience. Ils rentrent pensant que ça va être facile, pensant qu'ils peuvent faire leur 9 à 5, travailler comme un salarié et avoir du succès. C'est vraiment pas ça. Tu vois? Il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas capables de faire ce que je fais, juste des petites choses que je fais, comme lever le matin si tôt. Tu vois, il y a beaucoup de personnes. Non, puis la prospection, dans notre métier, si tu te bouges pas les doigts pour aller chercher de la clientèle, si tu restes, t'as beau rester 12 heures devant ton ordinateur, il y a rien. Ta famille n'achète pas de maison chaque année. Là. Non. Tu vois, je pense que l'information est super, super payant. Du moment que tu as l'information, c'est là que tu progresses, tu avances plus vite. Puis il y a du monde que, malheureusement, à cause de leur personnalité, à cause de comment ils ont grandi, ils ont peur de demander. Ils n'ont pas la niaque. Moi, et je suis pas parfait, là. Des fois, j'ai encore ce genre de stress quand je dois demander une faveur à quelqu'un ou demander quelque chose à quelqu'un. Mais ça, c'est des choses que tu peux surmonter si tu as envie de surmonter. Si tu te dis que moi, je suis bien, je suis heureux comme je suis, je peux pas me changer, je serai comme je suis pour le restant de ma vie. Mais ces gens-là, malheureusement, ils vont pas progresser parce qu'ils ont accepté leur sort. Mais encore aujourd'hui, je me repose des questions. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer tous les jours? Puis quelqu'un d'autre peut voir ça comme aussi urgent, avec tout ce que tu as. J'aimerais être comme toi, mais moi, où est-ce que je suis, je veux encore m'améliorer comme personne. Donc, tes personnalités comme ça, c'est avec eux que je veux travailler. C'est eux que je veux attirer. Ceux qui veulent sacrifier. Comme travailler, moi, quand j'ai commencé il y a 6 ans, je travaillais à 12 pièces de l'heure pour quelqu'un. Là, dans ma tête, je suis comme, OK, j'ai 22 ans, j'avais pas beaucoup de responsabilités. C'est comme ça que je trouve des raisons pourquoi j'ai accepté 12 pièces. Mais à 22 ans, il y a certaines personnes qui seront jamais prêts à faire ce sacrifice, à travailler 22 heures par semaine. Puis je prenais cette personne, mon mentor, puis j'avais aucun problème à le faire. Il y avait des problèmes de yeux, alors il ne pouvait pas conduire. Donc moi, je descendais de Laval, je montais jusqu'à la salle où il habitait, sans demander un sou pour le gars. Des fois, il me payait, mais jamais c'était dans le contrat que tu dois me payer, mon gaz. Je prenais à la salle, puis je revenais à Laval pour notre bureau. Tu vois, c'est des sacrifices comme ça que j'ai fait. On en fait tous au départ. On n'a pas le choix si on veut mais avancer. Il y a beaucoup qui ne le font pas. Ils veulent tout cru dans leur bec. Mais sauf que... C'est parce que ce qui est mis de l'avant, en fait, c'est pas le travail. C'est les résultats. C'est ça qui est mis de l'avant. Je suis content qu'on fasse un podcast puis qu'on soit cru aujourd'hui parce que, tu sais, les gens, même quand tu montes une vidéo d'Elon Musk là, avec un nouveau projet, ça semble facile. Ça semble facile, mais on voit pas les 3000 heures de lecture de Space Rocket, là, Science, qu'il a lui-même, qui s'est self-taught, il a lui-même appris tout ça. On voit pas le travail, on voit pas qu'il a dormi à l'intérieur d'une usine qui est en pleine expansion avec des fils qui pendent partout dans sa pièce pour être plus proche de son retour au travail le lendemain matin. Les gens ne voient pas ça. Les gens même l'entendent, mais ils le voient pas. C'est pas concret. C'est pas attirant. Ce qui est concret, c'est les milliards qu'il y a en valeur d'entreprise. C'est ça que les gens voient. Ils voient la nouvelle Ferrari qu'ils viennent d'acheter, ils voient la nouvelle maison, ils voient les déplacements en jet 4 fois semaine. C'est wow, c'est le dream. Les gens sont pas prêts à faire les sacrifices. Puis c'est la même chose que l'économie, en fait, c'est l'offre et la demande. Si tu as une personne sur la Terre qui est capable de mettre cet effort-là puis de le faire, c'est cette personne-là qui va réussir à telle échelle. Puis aussi, pour ajouter, Guillaume,
Je dirais que tous ces gens-là, c'est pas l'argent qui leur attire. Au début, oui, tu veux sortir de la pauvreté, tu veux sortir de tes problèmes financiers, mais du moment que tu fais comme assez d'argent, c'est pas l'argent qui nous attire. Je pense que Elon Musk, là, je pense pas que lui, là, son objectif, c'est d'être le plus profitable et être un trillionnaire. C'est pas son objectif. Son objectif, c'est d'aller au Mars. Sur Mars, c'est ça son objectif. De créer une ville, c'est changer le monde, de sauver la Terre. Je pense que c'est laisser sa marque aussi. On a envie de laisser notre marque, on a envie de laisser... Mais pas tout le monde, mais il y a certaines personnes qui, oui, veulent laisser leur marque. Puis, il y a du monde je pense qu'il y a du monde aussi qui sont bien en étant... la petite vie tranquille de 9 à 5. Puis, heureusement. Il faut tout pour faire une planète. On est tous courtiers. C'est ça. Ça en prend du monde qui travaille chez McDo. Là. On a beau, mais c'est pas tout le monde qui a cette ambition-là, mais je pense quand même que les gens qui ont une ambition d'aller plus loin, ils découvrent une nouvelle facette de la personnalité aussi. Absolument. Parce que même quand tu es fatigué puis que tu pousses, tu réalises qu'il te reste encore... Non, il t'en reste encore du jus, il t'en reste encore du... De pousser c'est tellement gratifiant de réussir, de se dire je suis allé aussi loin. Ben oui. Et les vidéos, ça nous aide aussi à laisser notre marque, parce que vos arrière-enfants... C'est l'évolution, comme on disait tantôt. Vos arrière-enfants, là, tes futurs enfants. Ouais, c'est ça. Arrière-enfants, c'est ça? Ouais. Ils vont pouvoir voir leur grand-père, leur arrière-grand-père, le drive qu'ils avaient, le vouloir de réussir, le soif de réussir. Moi, si tu me demandes c'est qui mon arrière-grand-père, je ne sais pas. Ouais. Il est sûrement mort dans la guerre ou je sais pas. Il y a tellement de choses que j'ai perdues, puis j'aurais voulu étudier mon arrière-grand-père pour savoir d'où vient mon drive, pourquoi je suis comme ça. Et et vous pouvez aussi motiver vos arrière-enfants avec tout ce qu'on fait aujourd'hui, grâce aux vidéos. Et c'est une nouvelle ère aujourd'hui. Alors c'est comme ça qu'on peut laisser notre marque, puis d'autres. Excuse, t'allais dire, vas-y. Non, c'est... J'allais juste dire une joke, en fait. Ouais. J'allais juste dire que nos petits-enfants dans 100 ans vont regarder les vidéos, ils vont dire « Ouais, en 4K, on voit rien. » Ça aussi. Les pixels, on voit rien, là. Ça se fait qu'ils sont dans le meta-world. Puis, en couleur, nous, on est rendu à un autre mot qu'on va découvrir dans 20 ans. Là. Puis moi, j'ai des questions par rapport à ton futur, là, ta future agence, ton futur cabinet. Ouais. Est-ce que tu dois faire que de l'alternatif et du privé, ou est-ce que tu dois réintégrer le résidentiel classique avec les prêteurs de type A ou... Absolument. Donc, c'est d'aller dans le prêteur, c'est intégrer les prêteurs dont mon équipe font déjà. Ça, j'ai commencé dans le A. Pour bien connaître le privé et l'alternative, il faut connaître le A. Je connais le A, mais ça m'excite pas. Il n'y a pas assez de challenge? Non, ben oui, j'ai beaucoup de challenges. De petits salariés, 20% de mise de fonds, ça t'aime pas? Je trouve qu'il y a beaucoup de challenges. Des fois, c'est même plus difficile le bancaire, selon moi. C'est les petits dossiers qui sont difficiles. C'est les petits dossiers qui sont difficiles, exactement. Même plus difficile que le privé, l'alternative. Alors, oui, je vais intégrer le bancaire, qu'elle fait déjà. Parce que la tarte est tellement mince pour l'alternative. Si je dirais que si on met une tarte grosse de même, je ne sais pas si la caméra va voir, on va dire une règle grosse de même, long de même, donc l'alternative est comme ça, le privé comme ça. Il y a plus de business à aller chercher dans le bancaire. Bah, c'est sûr. C'est sûr que si tu as 300 courtiers, ils ne vont pas avoir 300 qui font du privé puis de l'alternative. Voilà. Puis aussi, comme, moi j'ai pris c'est tout un sacrifice pour aujourd'hui me spécialiser que dans l'alternative et de bien vivre de ça. Et puis de bien les connaître, parce que c'est des niches. Hein. Chaque prêteur privé et alternatif a quand même sa petite particularité. Puis donc toi, t'es quand même limité sur le secteur géographique. Tu fais beaucoup les grandes villes. Est-ce que dans le privé, est-ce que tu arrives à sortir des grandes agglomérations? Absolument. Est-ce que tu peux faire aussi des terrains? Absolument. Okay. Les courtiers, là, c'est drôle à dire, c'est les courtiers. La crème de la crème. J'aimerais ça que vous m'envoyiez tout leur business, là. Mais ils ne m'appellent pas pour 50% de ratio prix-valeur au plein cœur de Montréal. Ils veulent un privé. Et tout le monde veut le faire. Tout le monde peut le faire. Ils m'appellent quand il est à Chibougamau de Monterville, puis qu'ils n'ont pas de réseau, il n'y a personne qui veut aller, puis moi, je les contacte. Mais toi, je gagne leur place comme ça, pour après ça leur dire, écoute, man, c'est cool, là, je t'aide avec tes petits dossiers, mais why don't you send me that $1 million financement. Puis moi, j'ai une question. Du coup, toi, t'es privé. Est-ce que c'est les privés auxquels on a tous affaire ou c'est des vrais petits privés, monsieur coincé dans son sous-sol? C'est une très bonne question. Donc, j'ai les deux. J'ai des incorporations, des compagnies
que eux ils me connaissent, ils savent comment j'utilise les dossiers et ils savent qu'il n'y a pas de risque dans le dossier, donc ils vont le faire. Et il y a des particuliers, c'est des anciens courtiers hypothécaires, des anciens courtiers immobiliers qui connaissent très bien le monde de l'immobilier. Je travaille seulement avec des prêteurs qui ont les bonnes intentions, qui ont des bons principes, des bonnes valeurs, qui veulent aider simplement. Donc oui, des fois il y a des particuliers qui ont quelques millions de dollars, mais ils savent comment ça fonctionne l'immobilier. Avec qui je travaille pour placer l'argent. Okay. T'as-tu un rôle supplémentaire? Excuse-moi. Vas-y. T'as-tu un rôle supplémentaire de valider en fait si tout est beau et légal par rapport à l'AMF? Là, si on regarde une situation où là tu utilises du privé, puis que justement tu peux aller vers peut-être une compagnie qui pourrait prêter pour ce dossier-là, t'as-tu une recherche à faire personnellement ou ça t'appartient pas? Là, donc je travaille seulement avec des prêteurs qui sont accrédités. Donc, c'est-à-dire qu'on vérifie les fonds, vérifie les personnes derrière. Okay. Puis je dirais que, comme dans toute chose, on travaille toujours avec les mêmes. Puis c'est des grands noms, c'est pas des... C'est ça. Exactement, on travaille tout le temps avec les mêmes. Et c'est une responsabilité, absolument, parce que tu es responsable. Dans le privé, contrairement dans le A, ton client reste ton client. C'est-à-dire que après avoir fait le privé, faut que tu le sortes. Faut que tu le sortes. Que ce soit moi ou que ce soit le courtier qui m'a référé le dossier, il faut qu'on sorte le dossier. Alors, on ne peut pas juste laver les mains et dire « OK, j'ai fini avec. » Je le laisse pendant 10 ans dans le privé. Exactement. J'ai eu des cas où un client, il était là dans le privé pendant 10 ans, à 12 à 15%. Pas à cause de moi, non, absolument. Le boulot n'avait pas été fait en amont? Au début, il est allé avec un privé à travailler avec quelqu'un d'autre il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on a refinancé vers l'alternative parce que je savais qu'il y avait une solution. Mais toi et Céline, vous comprenez bien, mais juste pour que les gens un peu à la maison comprennent. Moi, je suis loin, là. Ça me fait penser un peu au podcast qu'on a fait avec Guillaume, qui est maître électricien. Okay. Guillaume, tu vois, Guillaume là. J'étais perdu, Moi, je jasais avec Guillaume dans le point technique d'électricité. Pas de problème. Moi, je veux savoir au niveau de ça, tu parlais de prêteurs accrédités. Ça, j'avais déjà vu ça, je connais ça. Mais il y a des prêteurs, tu peux être prêteur, mais non accrédité. Comment ça fonctionne? C'est quoi ça? Qu'est-ce que je veux dire accrédité? C'est que notre cabinet, ils ont approuvé de travailler avec ces gens. Okay. C'est ça que ça veut dire accrédité. Ça veut dire qu'on a fait les vérifications. Mais personne ne va dire que je suis un prêteur non accrédité si il va chercher sa propre business. OK, c'est bon. Mais donc, toi, demain, tu deviens prêteur privé. Tu dis pas, mais écoute, moi, je ne suis pas nécessairement réglementé par un organisme. Alors, ça se peut que tu fais affaire avec la mauvaise personne, mais je suis prêt à te prêter. Personne ne va vous dire ça. Okay. Mais c'est juste que le privé n'est pas réglementé. Right? Le privé, tu n'as pas besoin de permis pour prêter ton argent. Tu n'as que besoin d'argent. Tu as juste besoin d'argent. Donc demain, tu décides d'être prêteur privé, tu as quelques millions de dollars à placer, tu peux le faire. Qu'est-ce qui protège le prêteur? C'est la garantie immobilière, c'est la propriété. Parce qu'il se la prend pour lui, la propriété. Ouais. C'est-à-dire que si jamais tu ne payes pas, ils peuvent reprendre la propriété avec des procédures, bien sûr. Alors, si du moment que tu sautes un paiement, c'est-à-dire que le client il saute un paiement, techniquement sur le contrat, si c'est marqué que du moment qu'il y a un défaut, un NSF dans le dossier, automatiquement tu es en défaut. Okay. Alors, tout bon prêteur, on doit tous marquer ces genres de conditions, mais on ne va pas l'appliquer. Si le client est de bonne foi, il leur laisse un peu ils vont dire OK, bon, dans combien de temps tu vas nous payer. Si le client nous appelle quelques jours en avance pour dire écoute, il va me manquer un peu d'argent, je te paye dans une semaine, pas de problème. Mais il y a des mauvais prêteurs qu'eux, ils sont rentrés avec le mindset de reprendre des propriétés parce qu'ils ont appris à l'école qu'un prêteur privé, on peut faire full d'argent en reprenant des propriétés. Alors ces gens-là, mais c'est à éviter à tout prix. Ou tu peux être une bonne personne, tu peux placer ton argent, mais étant donné que tu connais absolument rien de ce monde, et tu sais simplement que tu vas avoir des bons rendements, tu prêtes ton argent, tu mets des contrats en place, mais par manque d'expérience, tu fais mal au client. Par exemple, tu te signes un terme de 6 mois avec un frais de renouvellement de 5 000. Toi, tu voulais aider le client. Le client a dit il y a besoin de 6 mois. Tu donnes un terme de 6 mois. Mais parce qu'il n'a pas fait affaire avec un courtier hypothécaire, mais après 6 mois, il est bloqué chez toi. Il est encore bloqué chez toi. Là, tu dis, écoute, je peux te charger un frais de renouvellement pour ce qui va me coûter 5 000, qui aurait pu t'éviter en donnant 12 mois. Mais encore là, tu ne veux plus le renouveler. Tu as respecté ton engagement, tu es de bonne foi. Mais là, tu veux ton argent parce que ta fille veut aller à Harvard. Okay. Alors, tu as besoin d'argent. Là, tu mets le client
dans des problèmes, Ouais. à la merde en fait. Mais là, le prêteur privé aussi, il n'a pas fait sa job. Généralement, le prêteur privé aussi va s'assurer qu'on ait un plan B. Souvent, on ne le remet pas tout de suite dans du A, on ne le remet pas dans des grandes banques qu'on connaît. Souvent, on va le passer dans l'alternatif entre le privé et le A. Mais c'est au courtier de faire ses devoirs aussi. Tu sais, si ton client, il n'a pas de mise de fonds, déjà, il faut qu'il ait de la mise de fonds pour aller dans le privé, mais s'il a une cote de crédit catastrophique parce qu'il a fait plein de faillites, puis qu'on sait que ça ne sera pas récupérable, c'est peut-être pas non plus un bon candidat pour aller dans du privé. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens à la maison, en fait, pourquoi on doit sortir quelqu'un qui est allé au privé? Parce que les gens, tu sais, même moi, là, Donc, avant... le privé, c'est que des intérêts. On paye que des intérêts. C'est du court terme. OK. Je dirais qu'il y a 3 types de clientèle qui rentrent dans le privé. Ceux qui ont en défaut de paiement avec leur banque pour leur prêt hypothécaire. OK. Et on doit faire un sauvetage immobilier. Ça veut dire qu'on doit sortir, on doit payer la banque, on doit aller vers du privé, car quand tu reçois un défaut, quand tu manques un paiement sur ton hypothèque, tu es barré des banques. Et surtout quand tu reçois un avis de 60 jours, tu es barré de toutes les banques. Right? Donc il n'y a personne qui te veut. Sauf le privé. Le privé, étant donné qu'ils prennent du risque, ils chargent un taux d'intérêt plus élevé. Ils chargent des frais et tout. Donc, quand tu rentres là-dedans, tu payes que des frais, que des intérêts. Chaque mois, ton 300 000 de sol, il est à 300 000 chaque mois. Tu payes que des intérêts. Alors, à un moment donné, tu dois sortir. Et pourquoi on rentre dans le privé s'il n'est pas capable de payer son hypothèque? Vous allez peut-être me poser cette question. Right? Ouais, tu sais, j'allais poser ça. À de 12, il payait du 3%, il n'est plus capable. Là, il paye du 15%, comment il est capable. Mais à la base, on sauve son immeuble parce que sa maison, je ne sais pas moi, je donne un exemple drastique. Là. Ça vaut 1 million, il y a 300 000 d'hypothèque. S'il perd ça, là, il va laisser aller 700 000 d'équité. Qui a travaillé si fort pendant des années pour avoir bâti cette équité qu'il va il va Des tout fois, perdre. pour une erreur. tu Et sais. la banque, si tu demandes, OK, mais tu sais, j'ai tellement d'équité, je pourrais simplement vous payer en prenant de l'argent de l'équité, pouvez-vous m'aider? Ils vont dire non, tu as des retards hypothécaires, on te veut plus. Et là, si tu vas voir une autre banque, mais les retards apparaissent dans le bureau de crédit. Donc, personne ne te veut. Mhm. Là, tu pourrais techniquement demander à la banque de sortir de l'argent de ton équité, payer tes problèmes, payer toutes tes cartes, payer tous tes soldes, prendre un 50 000 de plus pour payer pour 1 an d'hypothèque avec la banque. Mais la banque, malheureusement, ils ne te veulent plus. Pas, ouais. Exact. Donc là, c'est pour ça qu'on va dans le privé. Maintenant, dans le privé, quand on arrive là, tu peux te poser la question, tu peux te dire, OK, son paiement passe de 3 000 à 5 000. Comment est-ce capable de payer encore? Parce qu'on a consolidé toutes ses dettes. Mhm. Souvent, les gens, quand ils manquent leur paiement, c'est pas sur leur prêt hypothécaire qu'ils vont manquer. Ils vont manquer sur leur carte, sur leur prêt, puis en dernier lieu, ils vont manquer sur leur prêt hypothécaire. Donc, ça veut dire qu'ils ont accumulé plein de dettes partout, qui équivaut à, je sais pas moi, 7 000 $ par mois. Là, on rassemble tout, on va dans le privé, on paye tout, et il va avoir un paiement de 3 000 par mois, par exemple. Mais s'il n'est même pas capable de payer 3 000, s'il y a tellement d'équité, parce que par exemple, il a perdu son boulot, là, il n'y a plus de boulot, on peut prépayer les intérêts. Il y a tellement d'équité dans la propriété qu'on peut dire, you know what, on va réserver un 100 000 ou un 50 000 juste pour payer ton hypothèque mensuellement. De cette façon, le client sauve son équité, sauve sa maison. Si ses enfants vont à l'école à côté, ils vont pouvoir rester là. Ou il peut simplement dire, non, je vais sauver la propriété, après ça, je vais prendre le temps de vendre la propriété. Mhm. Tandis que si j'essaie de vendre maintenant, Avec un avis de 60 qui jours, est une il arrivera possibilité, pas. Peut-être à perte, probablement à Ouais. perte. tu vas vendre à perte, tu vas avoir des offres ridicules. Tout le monde sait que tu es dans la merde. Donc, ils vont... Sinon, le deuxième, ça serait les investisseurs. Eux qui veulent... ils ont des gros profits à faire. Par exemple, là, j'ai eu un dossier où... c'est un gros dossier, là. C'est un 50 logements. Le client, il voulait 15 millions au milieu des travaux parce que là, les travaux, la banque ne veut plus prêter de l'argent. Ça coûtait plus cher que prévu. Exactement. Toujours le Alors là, on prête 15 millions. Ça lui coûte presque 700-800 000 d'intérêt pour 1 an. Mais le gars a décidé d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il... Sinon, il perd tout Sinon, son il perd investissement premier. l'investissement. De un, il ne peut pas avancer. Ouais. De deux, les entrepreneurs, ils sont déjà sous le chantier en train de travailler. Ils travaillent gratuitement, donc il faut les payer. Mais de trois, il fait quand même de l'argent en faisant cette transaction. C'est-à-dire que l'évaluation de l'immeuble est d'environ 30 millions et ça lui coûte en tout 20 millions Fait que là, il va faire 9 millions et quelques au lieu de 10 Voilà. au niveau de l'équité. Mais Ça, vaut on- mieux ça que de faire une faillite, hein, de toute façon. Ben oui.
Le choix, il est vite fait. Hein. On comprend mieux l'objectif du privé parce que même pour moi, c'était flou un petit peu. Fait que le privé, c'est vraiment un tremplin. Il faut vraiment voir ça quand tu es dans une mauvaise passe. Des fois aussi, en cas de séparation, de divorce, il y en a un des deux qui ne peut pas racheter les parts, il y a des petits problèmes. Effectivement, on va aller soit dans l'alternative, soit dans le privé pour nous sauver une maison qu'on a déjà. Mais tu ne vas pas aller acheter une maison avec ça. Bah, si par avec exemple, un mauvais crédit, mettons, tu vas juste dans le privé, ça marche pas parce que si pour tu vas une juste payer première l'intérêt puis il n'y aura pas de capital. Il y a des mondes qui m'appellent, des jeunes, là, j'ai entendu dire que tu es spécialiste en prêt privé. Je suis tanné de payer un loyer. Écoute, j'aimerais s'acheter ma première maison. Là, je dis, mon ami, c'est cool. Tu veux pas que je t'embarque dans le privé. De un, tu jettes vraiment l'argent par la poubelle. De deux, tu serais pas capable de payer. De trois, tu n'as même pas l'argent. Ça prend 25% et plus. Les gens pensent qu'on peut financer. Des prêteurs qui disent qu'ils vont financer à 100%, c'est pas vrai. Il n'y en a pas. Non, il n'y a rien d'avantageux là-dedans pour un prêteur privé. Absolument. Mais, par exemple, pour un investisseur, mettons que tu fais tous tes projets avec moi, je te charge 12%, je te demande tout le temps 30% de mise de fonds et je te charge 3-4% de frais chaque transaction. Et là, au 10e transaction, tu me reviens me voir, tu me dis, écoute, tu me connais comment je suis, j'ai toujours réalisé mes projets, je t'ai toujours remboursé. Est-ce que ça te tente-tu de financer à 100% et à la place de me charger 12%, tu me charges 30% à la vente, dans le profit? OK. Là, c'est possible. Ça va se faire, OK. Mais à l'école, dans l'immobilier, comment ils vendent ça? Ils disent, les prêteurs privés, là, ils peuvent financer ça à 100%, puis vous avez juste appelé le maximum de prêteurs privés, puis essayer votre coup. Ils vont jamais te prêter de l'argent. De toute façon, ils veulent pas prendre de risques, les prêteurs privés. Non, c'est leur but, c'est de faire de l'argent aussi. C'est pas des partenaires d'affaires, c'est des prêteurs privés. Ils veulent des rendements, ils veulent que tu réussisses ton projet, ils veulent être Puis ils vont remboursés. l'étudier, ton projet, avant de te prêter, ils vont te demander de voir est-ce qu'il tient la route. Déjà, ton projet, ils ne te prêtent pas juste parce que tu t'appelles... Puis tout bon prêteur, même si, mettons, tu as une propriété d'$1 million libre d'hypothèque, et là, tu veux acheter une autre, et là, tu n'as pas de boulot, tu n'as rien du tout, tu es endetté, tu as juste hérité une propriété d'$1 million. Tout bon prêteur, s'il voit qu'il n'y a pas de porte de sortie pour toi, sachant qu'ils peuvent simplement reprendre la propriété et faire leurs sous, et même plus que leurs sous, ils ne vont pas prêter de l'argent. Tout bon prêteur. Mais la majorité vont le faire, parce qu'ils s'en fichent. Ils vont le faire parce que il y a de l'argent à faire. Puis par contre, toi, là, tout à l'heure, tu disais, d'abord, les gens, ils vont commencer à être endettés sur leur carte de crédit, sur leur prêt personnel, leur marge personnelle. Moi, je trouve que ça serait... Puis là-dessus, on n'a pas l'éducation financière dans tous les pays. Malheureusement, on ne nous éduque pas, ce qui est très dommage. Mais ça serait bien que les gens, avant d'aller voir leur syndic de faillite ou faire une proposition, des fois, ça serait de voir c'est quoi la meilleure alternative. Parce que nous, ça aussi, ça nous ennuie. Une proposition ou une faillite, c'est pas toujours incroyable pour ton crédit. Ou même avant d'avoir un retard de paiement sur ta maison, ça s'anticipe. Parce que s'ils viennent nous voir, quand ils en sont encore juste à avoir de la misère à payer leur carte de crédit, on peut anticiper peut-être juste un prêteur alternatif que de passer par un prêteur privé puis d'être mal pris avec des retards de paiement. Donc ça, c'est quelque chose qui est... On n'informe pas assez les gens là-dessus. On devrait avoir un syndic de prêteurs privés. C'est quoi la différence entre l'alternative et le privé? Ouais, c'est une très, très bonne question. Donc, ça, c'est des grandes institutions, les banques alternatives. C'est entre, il y a 3 types de financement, si on élimine le commercial là-dedans. Les banques AAA, les grandes banques comme TD, Scotia, incluant les banques virtuelles qui sont considérées AAA, ils prennent juste des beaux dossiers. Après ça, il y a les banques alternatives qui, eux, ils sont moins chers que le prêt privé. Beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. En ce moment, ils sont presque pareils. Oui, beaucoup moins cher que le prêt privé et un peu plus cher que les banques traditionnelles. Entre du 6 et du 8% à peu près en ce moment. C'est-tu des banques aussi? Oui. C'est des grandes banques institutionnelles. Par exemple, il y a B2B, c'est Laurentienne. Ils font un programme de B. OK, c'est exemple Laurentienne. Est-ce que c'est parce que le dossier, vous trouvez qu'il est sur la ligne ou qu'il a été refusé dans les triple A? On va dans l'alternative? C'est parce que des fois, juste un mauvais bureau de crédit. On est en dessous de 680. Puis le dossier, il ne tient pas trop la route sur certaines choses, on va le passer. Un travailleur autonome qui n'a pas 2 années d'avis de cotisation faites, les alternatifs, ils vont nous dire, vous nous sortez les 6 derniers relevés bancaires. Si on est capable de voir qu'il se rentre un salaire régulier, nous, on va le qualifier là-dessus, mais les grandes banques oublient ça. Non. Ils veulent pas que tu leur arrives avec un faux papier. Plus que 2 ans, ils veulent le 2 ans de cotisation. Oui. Cotisation. Donc, en décembre, là, ta 2e année, si tu n'as pas encore ta cotisation, on ne peut pas le faire. Ouais. Donc les alternatifs, ils sont bons pour les travailleurs autonomes. Moi, je sais que j'en passe beaucoup dans les travailleurs autonomes
Ou pareil, des investisseurs qui sont en train d'investir et puis qui ne déclarent pas tout bien leurs impôts. C'est ça aussi. Parce que les travailleurs autonomes, puis vous le savez, on est tous des travailleurs autonomes, il y en a beaucoup qui ne déclarent pas tout. Donc, c'est sûr qu'ils font une économie d'impôts, mais dans ce cas, tu ne peux pas aussi demander une économie sur ton hypothèque. C'est soit tu payes bien ton impôt et tu déclares un bon revenu, et là, tu as accès à des bonnes banques, soit tu fais ton avis de cotisation tout croche, puis là, il te restera juste les alternatives pour financer ta maison avec des taux plus hauts. Tu as fait 22 000 de salaire. Là. Mais comme j'ai fait, comme j'ai dit dans mes capsules TikTok, c'est que c'est plus intéressant d'aller vers des banques alternatives qu'aller déclarer 100 000, 200 000. Même si tu fais ça de façon légale, c'est juste que tu gardes toute l'argent de ta compagnie, tu as un train de vie qui te coûte 50 000 par année et tu fais un chiffre d'affaires de 400 500 000. Si tu ne veux pas payer de taxes parce que ça te prend juste 50 000 pour vivre, malheureusement, quand tu vas voir la banque pour dire, écoute, tu veux le château à $1 million parce que tu as les moyens d'être payé, ils vont dire non, tu déclares 50 000. Alors là, alternative, mais si, mettons, pour $1 million, tu dois déclarer quoi, 160, 170 autour de ça comme revenu personnel pendant 2 ans. Combien d'impôts tu vas payer? Beaucoup. Ouais. Versus, c'est environ 1,5% plus cher avec des banques alternatives. Donc, ils n'ont pas des taux super chers. Ça se calcule bien, de ton côté, ça se calcule bien. Mais 160, tu vas payer à peu près 45 000 d'impôts, 45-50 000 d'impôts. Là, tu peux le savoir rapidement. On va vers du triple A, puis on paye le 50 000 d'impôts. Puis pour même pas payer $1 000 d'intérêt, mais moins par mois. Exact. Donc, par exemple, si on calcule, on va dire un chiffre rond, 1% par année de plus que les banques traditionnelles. Donc, si on hypothèque de 500 000, c'est 5 000 $ de plus en intérêt de plus que les banques. Pas beaucoup, là. Non, c'est pas beaucoup. Puis ça, c'est une niche qui est pas très connue. Par contre, les alternatifs, tu me diras si tu as des bons coups là-dessus, mais tu peux pas aller n'importe où. Il y a certaines régions, les alternatifs, ils veulent pas aller. Ouais. OK, ils prennent juste des les grandes. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est des maisons qui sont avec une bonne garantie. Donc, plus tu es proche de Montréal, pour eux, ils savent que la revente va être facile. Mais si tu es au fin fond de la Gaspésie, ça passe pas. Au milieu du rang, avec une fosse septique, pas d'électricité, là, oublie ça, l'alternative, il voudra pas y aller. Okay. Pas pour le moment. Mais ils commencent à développer. Okay. Moi, il y en a certains qui... Tu sais, en Ontario, il y a comme une quarantaine d'alternatives. Ah ouais? Peut-être que j'abuse, quarantaine. Ouais, mais il y en a 5 ou 6 ici. Il y en a beaucoup, là. Puis, question comme ça, tu peux-tu faire affaire avec une banque en Ontario pour ici? Non. Une alternative? Non, il y a une loi là-dessus. Dans le privé, oui. OK, dans le privé. Dans le privé, il y a des institutions qui sont à Vancouver qui prêtent ici. OK. Il faut avoir un bureau chef, il faut changer leur contrat et tout, mais oui. OK. Je trouve ça le fun avec ce que vous me dites là, par rapport aux produits. C'est quoi les options qu'on a? Mais en fait, ce qu'on vend, c'est pas le produit, c'est pas le taux, c'est pas le produit qu'on vend. C'est plus la stratégie, c'est la solution qu'il y a derrière. C'est que là, tu as un client qui a un objectif, puis on a le résultat qu'on veut. Puis là, c'est de savoir vers quel produit on s'en va pour venir valider, en fait, le projet du client. C'est un petit peu ça qui m'intéresse dans ma carrière aussi, de venir présenter un produit puis de vendre un taux. Écoute, on vend tous les mêmes produits. T'sais, on est tous dans la même situation, que ce soit conseiller en sécurité financière, courtier hypothécaire. On a accès à pas mal toute la même chose. L'idée, c'est de savoir comment qu'on... En fait, c'est une solution. Comment qu'on se promène? On vend les solutions. Exactement. Mm-hmm. Comme l'effet de tremplin du privé, les gens, si on ne connaît pas le sujet, si on ne s'est pas posé de questions, puis on n'a pas personne qui nous accompagne là-dedans, la seule chose qu'on voit, c'est du 15%. Puis là, oh mon Dieu, c'est la panique. Mais l'idée, comme vous avez expliqué, c'est que c'est un tremplin. C'est une partie de la solution pour te rendre à ton objectif, à te rendre à ton point Z. Fait que quand tu fais un prêt, mettons, avec un prêteur privé, donc il faut que tu démontres au prêteur privé que voici notre plan de match. Dans 6 mois, on va transférer vers une banque alternative parce qu'on va avoir le dossier qui va être. Et il peut pas me bullshit parce que je connais les critères bancaires. Okay. Alors, contrairement à un prêteur privé, que mettons qu'il n'y a pas il n'y a pas son permis de courtier hypothécaire ou il ne connaît pas les critères, surtout s'il ne travaille pas avec un courtier hypothécaire, il peut accepter ton dossier. Mm-hmm. Tandis que nous, quand on passe par un courtier hypothécaire, on s'assure vraiment que le privé, c'est une bonne solution aujourd'hui, et aussi une bonne solution pour demain. OK. Ça veut dire qu'il y a une porte de sortie. Ouais. OK. Dans un cas, on parlait tantôt de 2 ans de revenus, ça pourrait être une option de faire juste un transit pendant, mettons, 6 mois, d'avoir la propriété là parce qu'il y a une opportunité. Puis après ça, aussitôt qu'on a le revenu qui est admissible, là, on transfère. Puis quand tu rentres là-dedans, là, avec moi, là, je vais te convaincre de rester avec eux. Surtout avec les banques alternatives. Okay. C'est-à-dire, comme par exemple, si tu veux déclarer versus tu veux payer plus en intérêt, mais je te donne les statistiques, les datas
de combien ça te coûte, puis tu vas vouloir rester avec une banque alternative pour l'éternité. C'est une banque comme une autre, c'est 25, ça offre les mêmes produits. 25 ans d'amortissement ou jusqu'à 30 ans, capital intérêt. Alors, tu peux juste simplement payer en prépaiement. Chaque année, tu mets un gros montant d'argent pour réduire si tu es capable de sortir de l'argent de ta compagnie pour pouvoir le faire. Mais c'est pour une niche de clientèle. Là. Quelqu'un qui est salarié, c'est quoi l'impact? Ouais, Il n'y a pas vraiment d'impact. C'est notre game. C'est notre game. C'est vraiment l'entrepreneur puis les travailleurs autonomes, qu'est-ce qu'ils peuvent déclarer ou pas. Puis c'est là qu'il y a un effet là, qu'on peut venir. Exact. Donc, c'est ça. Donc, avec les salariés, c'est du court terme. Donc, un an. Okay. Les salariés vont rentrer plus parce qu'ils ont mauvais crédit ou parce qu'ils ont une proposition. C'est quoi le crédit qu'ils acceptent rendu à l'alternative? Ils acceptent un crédit, même à 400, ils peuvent accepter. J'ai déjà fait partie des dossiers à 400, oui. Oui, puis il y en a certains qui ont, en fait, plus votre bureau de crédit est joli, il y en a certains qu'on passe dans des prêts alternatifs avec des super bonnes cotes de crédit, mais parce que le revenu ne suit pas, ils vont quand même aussi avoir des taux privilégiés. Ça dépend, il y a plein de critères dans l'alternatif. C'est dur de donner un taux comme ça en alternatif. Ça dépend du critère total du dossier, la cote de crédit, la mise de fonds, il y a plein de petites choses. Okay. Si tu coches toutes les cases, tu auras peut-être un taux d'intérêt qui va peut-être pratiquement être à quelques points près proche d'une Sans banque avoir à tout déclarer, en fait, mais avoir quelque chose qui te correspond bien. Exact. Puis encore, guys, pour ceux qui écoutent, le gouvernement, s'ils nous écoutent, tout à fait légal. Tout à fait légal. Tout à fait légal. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est vraiment des options pour ceux qui gardent dans leur compagnie tout leur argent. Ouais. C'est ça. Pour pas avoir c'est pas de l'évasion fiscale. Non, il faut déclarer. C'est ça. Il faut déclarer, guys. C'est ceux qui veulent juste déclarer plus tard. C'est la joke que j'ai dit, c'est que on doit toujours déclarer. Il y a deux choses que tu peux jamais éviter. Ta mort et la déclaration de la mort et l'impôt. Exact. Ouais. Je vais te demander justement au niveau des alternatifs. Oui. Quand tu t'es décidé, tu as dit, je vais m'aller plus dans l'alternatif puis aider les autres courtiers hypothécaires là-dedans, puis de vraiment te spécialiser dans cette niche-là. Pourquoi tu t'es mis là-dedans et non aller dans où est-ce qu'il y a plus de tartes, si on veut? Oui, c'est parce que j'avais l'opportunité de travailler pour cette personne qui faisait que du alternatif privé. Et quand j'ai goûté à cette opportunité, j'ai regardé un peu toutes les autres possibilités dans le courtage. Et dans le courtage hypothécaire, il y a tellement de possibilités. Il y a le courtage commercial, résidentiel, travail autonome. Tu peux te spécialiser dans plusieurs niches. Mais c'est ça qui m'intéressait le plus. Puis je voyais que à long terme, il y avait la possibilité de grandir était plus attirant. C'est-à-dire que mon objectif, quand j'ai commencé, je me suis dit, OK, dans le privé, je suis capable de parler avec des investisseurs qui ont plusieurs millions de dollars. Donc, ça va me permettre de comprendre leur mindset, de les courtoyer, puis voir comment ils ont fait leur argent. Et un jour, devenir prêteur privé, placer leur argent pour eux. Alors, tout ça, c'était des possibilités. T'es prêteur privé, il me semble. Absolument. Ouais, c'est ça, oui. C'est ça. Absolument. Bien sûr, quand tu comprends la game et quand tu sais qu'il y a cette possibilité, donc j'ai commencé en tant que courtier hypothécaire, j'ai commencé à grandir mon réseau, puis aujourd'hui, des gens veulent placer leur argent à travers moi, tout simplement. Puis, est-ce que tu as une ligne à pas franchir, vu que tu es le prêteur? Est-ce que tu peux faire ton propre dossier? Il faut divulguer. Tout divulguer. Si, mettons que tu es courtier, il faut divulguer à l'AMF comme quand on est courtier et prêteur. Mais est-ce que dans le même dossier, tu peux être le prêteur du dossier que tu es courtier? Il faut divulguer. OK. Ouais. Mais on peut faire les deux. On peut faire les deux rôles. Exact. Okay. Il faut divulguer. Tout simplement. OK. Cool. Good. Et qu'est-ce qui t'a fait en sorte, outre connaître la game, là, puis de voir qu'il y avait un plus-value pour toi, mais combien d'argent en banque, sans avoir à dire combien que tu as eu en banque avant de te lancer là-dedans, mais qu'est-ce qui a été le move de dire, bon, OK, là, je deviens prêteur? T'as-tu utilisé de l'équité? T'as-tu utilisé de l'argent qu'on avait cash? Comment que t'as... Ah, le prêteur, OK. Ben, en fait... Pour devenir prêteur. C'est dans le prêt privé, on peut être gestionnaire ou prêter ton propre argent. Et moi, je suis gestionnaire. Okay. Donc, encore là, ça passe... c'est la raison pour laquelle on est capable d'être courtier et prêteur. Donc, techniquement, sur le papier, je ne suis pas le prêteur, je suis juste le gestionnaire. Okay. Donc, il y a des gens... des investisseurs. Exactement, des investisseurs qui ont plusieurs millions de dollars, que eux, ils veulent pas avoir le tracas de trouver le dossier, de gérer donc les toi, problèmes. C'est toi qui fais toute... J'ai fait la souscription du prêt, mais c'est eux le prêteur, c'est eux qui sont dans le dossier, ils font juste orchestrer le tout. T'es le porte-parole du prêteur. Exactement. Puis, moi, j'ai une question en tant que gestionnaire de prêt privé. Est-ce que tu as ton propre notaire? Parce que généralement,
C'est pas tous les notaires qui font ce genre Oui, d'acte. idéalement, il faut avoir ton propre notaire, parce que de un, si on fait affaire avec un nouveau notaire, les contrats, il faut retravailler le contrat. Et les notaires, ils comprennent peut-être pas notre contrat, il faut qu'on explique. C'est spécifique. C'est pas le même, c'est toujours le même. C'est vraiment la chaîne au complet qui est une niche, là. Que ça va vraiment pour un notaire spécifique, un prêteur privé qui est un prêteur privé, avec un courtier hypothécaire qui connaît le prêtage privé. Étant donné qu'on prête partout, par exemple, chez nous on prête partout, donc on a des notaires un peu partout qui savent notre contrat. Tu prêtes au fond de la Gaspésie? Si le deal est là, si la bâtisse elle vaut le coup puis qu'il y a un potentiel, c'est toujours ça. Parce que est-ce que tu as aussi tes propres évaluateurs? Oui, absolument. Ça aussi, c'est important. Mes yeux, par exemple, si je suis en Gaspésie, mes yeux, c'est mes évaluateurs. Ouais. Alors, si je prends l'évaluateur du client, ça se peut que Mais il n'y a personne qui prend généralement l'évaluateur du client. Ça se peut qu'il va y avoir un conflit d'intérêt. Ouais. C'est le chum que tu engages pour évaluer ta maison, même s'il respecte ses règles de son boulot. Il pourrait peut-être... Il pourrait gonfler les prix. Il ferait gonfler, oui. Puis, question comme ça, en tant que prêteur privé, pourquoi un évaluateur et non un inspecteur? C'est une très bonne question. C'est pas la même chose, déjà. C'est pas une job, ça, c'est sûr. Mais la raison pour laquelle je pose la question, c'est parce que moi, je suis inspecteur. Ouais. Puis ça arrive des fois que je fais l'inspection en même temps que l'évaluateur est là. Ouais. Puis moi, je vois, exemple, des fissures de fondation. Puis je sais qu'il y a un mouvement de la fondation qui est eu, donc ça va peut-être prendre un pieutage, il y a peut-être des problèmes de drain français. Je vois les signes. Puis moi, je vois les signes de pièces qui montent dans ma tête. Puis l'évaluateur, lui, il fait fondation en bloc en béton, c'est beau. On passe à d'autres choses. Il va pas évaluer la fissure et le mouvement de la fondation. Tu as raison. Donc, c'est sûr que dans le monde idéal, on devrait avoir une inspection et une évaluation. Fait qu'il faut que j'aille chercher faut que je devienne évaluateur également, c'est ça? Dans le monde idéal, il faudrait avoir le double permis. C'est bon. Et dans le monde idéal, c'est qu'on devrait tous les prêteurs devraient tous commander toujours une évaluation puis une inspection. C'est juste que, étant donné que c'est aux frais du client, on essaie de l'accommoder avec juste une évaluation. Quand c'est un bon évaluateur, il ne peut pas rentrer en détail sur le travail d'un inspecteur, mais il peut peut-être remarquer des choses que l'œil nu peut remarquer. OK, des fois, il peut inscrire certaines choses. Puis dans tous les cas, dans un achat, il y a souvent une inspection. Alors, le client a déjà payé l'inspection. Nous, on a juste besoin de commander une évaluation. Mais seulement pour des refis, que là, on évite une inspection avec une évaluation. Okay. On fait passer. C'est ça, en fait, chez moi, j'ai voulu refinancer, puis la banque a envoyé un évaluateur. Ouais. Et puis l'évaluateur, il a regardé mon vide sanitaire. Là, il a dit, OK, c'est beau, fondation Pierre et Moellon, j'ai une vieille maison. Là. Puis là, il regarde certaines choses, c'est beau, il est parti. Je me dis, my God. Il a pas vu la solive. Moi, je sais que j'ai une poutre qui est fendue, que j'ai un affaissement. Moi, je sais que je l'ai. J'espère que tu l'as pas dit. Non, mais je l'ai dit, voilà. Ben non, moi, je sais, c'est pas grand-chose à réparer, je suis là-dedans, c'est correct. Mais je me dis, mais il a même pas pris en compte un potentiel mouvement de la structure. Tu veux que je te dise quelque chose, Mathieu? Je tombe à terre. Pendant la Covid, et puis toi, tu as dû en avoir des dossiers comme ça. Moi, j'avais des clients qui m'ont dit, oui, l'inspecteur, il est venu, il était dans sa voiture, il a fait une photo, il est reparti. Ouais, non, c'est pas l'inspecteur, ça. Non, pardon, l'évaluateur. OK. Donc, moi, j'ai reçu des approbations suite à l'évaluation de la banque, où on savait que l'évaluateur s'était promené dans sa voiture, a pris une photo par sa fenêtre et est parti. Puis je connais pas beaucoup la job d'évaluateur. Après, c'est la banque. C'est la banque qui prend le risque. C'est souvent la banque. C'est pas celui que t'as engagé là, pour qui va mandater l'évaluateur. C'est pas nous, c'est vraiment une évaluation. C'est ça. Est-ce qu'il y a une norme de pratique, un peu comme les inspecteurs en bâtiment? Est-ce qu'il y a une norme de pratique pour les évaluateurs? Absolument. C'est des évaluateurs agréés qui doivent aller prendre leur cours, qui doivent étudier, puis après ça, ils doivent être un stagiaire pour une grande compagnie. Mais après, chaque banque peut choisir... Ils ont des évaluateurs accrédités. C'est ça. Il y en a qui veulent absolument travailler avec des évaluateurs accrédités, c'est-à-dire que 2, 3, 4 firmes avec qui ils veulent absolument travailler. D'autres qui prennent n'importe qui. Donc, si moi, j'étais la banque, c'est sûr que j'aurais des règles un peu plus spécifiques. Mais étant donné que les banques, c'est pas leur argent. Alors, tu vois, donc, ils veulent que ça soit le plus facile pour eux. Les banques, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire passer tous les dossiers. S'ils n'avaient pas tous les règles... Ils ne veulent pas prendre trop de risques, mais... S'il n'y avait pas de règles du tout, croyez-moi, les banques, ils vous feraient passer tous les dossiers. Parce que c'est pas eux qui prennent le risque, c'est l'assureur. Des fois, ils en font passer certains.
Voilà. Je vais te demander ça tantôt. Quand tu es dans le prêt alternatif ou dans les prêts privés, j'imagine que tu n'as pas d'assureur, tu n'as pas de SHL ou Sogin, etc. Tu n'en as pas de ça? Non, tu n'as pas de ça. C'est pour ça qu'à la base, ça commence à 20% de mise de fonds. OK, pour assurer une certaine sécurité au prêt. Exactement. Okay. Dans le privé, 25. OK. Privé c'est 25, puis 25, puis on se rend... Des fois, il y a des prêteurs qui haut. demandent jusqu'à 30% maintenant. Ah oui, OK. 70%. Suivant aussi le dossier, souvent, c'est l'entièreté du dossier qui est étudiée. C'est pas juste, tiens, on va vous donner 20 pour vous. Non, c'est vraiment une étude complète du dossier. OK. Ils veulent pas prendre de risques. Hein. C'est vraiment du cas par cas, là. Par exemple, un client qui vend sa propriété, il veut faire un peu de home staging pour aller chercher un peu plus d'acheteurs. On pourrait faire une exception d'aller jusqu'à 76-77% de ratio pré-valeur. OK. Un peu plus que ce que les prêteurs privés, à la base, ils vont accepter, qui est 75. Donc, quand la porte de sortie est là, ils vont vendre la propriété, il est déjà affiché à vendre. On peut prendre ce genre d'exception, mais c'est vraiment du cas par cas. Donc, tout est possible dans le privé. Okay. Vraiment, tout est possible. Il faut juste avoir les bons contacts, un beau dossier ou des bonnes explications. C'est plusieurs flèches dans ton carquois, en fait. Là. C'est que tu as plusieurs options quand tu es capable d'aller là. Étant donné que j'ai commencé à l'envers, j'ai commencé du privé, alternative bancaire, ça m'a permis vraiment de connaître tous les produits, toutes les façons de faire passer les dossiers. Et tout courtier hypothécaire devrait avoir une certaine base du privé ou alternatif. C'est la raison pourquoi les clients nous contactent, c'est-à-dire qu'on est là pour offrir des solutions. Étant donné qu'on travaille avec la majorité des banques, on devrait connaître ces solutions. Même le commerçant, on devrait connaître. Mais après, tu dois décider, est-ce que tu prends le dossier, est-ce que tu es capable de le faire, ou tu travailles avec quelqu'un. Mais il ne faut jamais dire non. Il faut toujours avoir quelqu'un. Avoir une solution. Puis le privé, moi, je m'en sers pour une autre façon. Moi, je ne fais pas des dossiers comme Serrou. Mais moi, je m'en suis servi beaucoup pendant la Covid pour avoir des lettres de privé quand j'avais des délais de financement qui étaient finis. Le client, il savait que dans 24 heures, on allait perdre la maison pour l'offre d'achat numéro 2 qui allait rentrer. Et là, je leur dis, si vous voulez, on peut contacter un prêteur privé. Il va analyser le dossier. Il va vous accorder le prêt privé. Ça coûte $2 000. On va avoir une promesse d'achat avec tout le financement dessus accordé. Puis on va attendre que la banque nous donne notre financement dans 2-3 jours. Ça nous évitait de perdre des ventes. Par contre, si la banque, donc la banque A, refusait l'hypothèque, le client était pris avec le privé. Pendant donc combien de temps? Pour jusqu'à ce qu'on puisse représenter la maison. Donc ça, tu le fais, tu l'expliques bien aux clients, ils le savent. Mais moi, ça m'est arrivé pour des gens qui achetaient des terrains un peu niche, coincé dans des endroits qui est le dernier terrain du village. Et ils se disaient, allez, moi, je suis prête à mettre $2 000 de plus. Puis on savait que le dossier, tu sais, on le fait sur des dossiers AAA, là, des super bonnes cotes de crédit, beaucoup de mise de fonds. On sait que c'est juste qu'à un moment, on avait des délais de 3 semaines avec les prêteurs A. Et avec les courtiers immobiliers, ils nous donnaient 15 jours. Donc on savait que ça allait pas marcher. Donc on avait quand même toujours... Ça, c'est quand même une alternative qu'on peut utiliser. Mais par contre, si, avec le prêteur A, le dossier plante, le client a quand même pas le choix d'aller avec le prêteur privé. Wow. Donc ça, c'est quand même en toute connaissance de cause, puis on l'explique bien aux clients. Mm-hmm. Donc ça a pu nous sauver quelques dossiers aussi. Ouais, toi, je sais pas si tu l'utilises aussi. Oui, je l'ai fait plusieurs fois, beaucoup de fois même. Beaucoup trop. Mais si un courtier nous écoute aujourd'hui, un courtier hypothécaire, guys, informez-vous, parce que du moment que tu utilises ce genre de stratégie, ton client, il faut que tu sois 400% certain que le dossier va passer. C'est souvent que déjà, toutes tes conditions sont remplies. C'est juste moi, ça m'est arrivé les vendredis soirs, 4 heures, la banque, ils te répondent pas. Ton directeur de compte te dit, oui, le dossier, il est bon, mais on peut pas te donner de lettre, tout est fermé. Tu dis, là... C'est toi qui prends le risque. Ça, c'est 500%. Certain que ça là, ça t'es passe. sûr. Moi, je l'ai toujours fait en étant sûr à 2000% que mon dossier, il passait, puis d'avoir vérifié avec des courtiers, des fois plus âgés, leur dire, reviens voir mon dossier. Oui, c'est bon. Parce que ça, c'est sûr. Puis que le client soit sûr de le comprendre aussi à 100%. Ouais. Puis là, tu dis à ton client, va pas t'acheter une BMW en fin de semaine. Attends. Ça aussi. Non, puis souvent, ces dossiers-là, c'est des clients souvent fortunés. Est-ce que tu vises, là? Moi, c'est des clients souvent qui étaient capables de payer leur terrain cash ou leur maison cash. Donc, c'est des gens, ils se seraient même pas rendus au prêt privé, ils l'auraient sorti de leurs économies pour la payer. Quitte à la refinancer
3-4 mois plus tard. Donc, c'est quand même, ça ne s'applique pas pour tous les clients. Ouais. Mais, il faut avoir les moyens d'aller dans le privé si jamais ça cause problème. Il faut qu'ils acceptent le plan B si jamais ça fonctionne pas. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on voit vraiment l'avantage d'un courtier hypothécaire au lieu d'aller directement avec une banque. Tu sais, comme j'avais déjà dit dans nos podcasts, j'avais dit que aller vers une banque, c'est une couleur de l'arc-en-ciel, c'est toutes les teintes du bleu. Mais quand tu fais affaire avec un courtier hypothécaire, tu fais affaire avec l'arc-en-ciel au complet. Puis, tu sais, c'est là justement que les solutions, la banque va jamais te dire, par exemple, tu vas chez une banque, elle va jamais te dire, oh, ce serait mieux chez mon voisin, il pourra mieux t'aider. Il va juste te dire, ben non, je peux pas t'aider, viens m'en voir dans 6 mois. Moi, si notre taux cette année est assez bon, hein. C'est ça. Je vais dire que c'est le voisin. T'as pas d'autre option, ouais, c'est bon. Mais souvent, les gens, c'est une procrastination. Tu sais, je le vois avec les services financiers de mon côté, les assurances, que ce soit des placements. Bah, ça va bien. Tu sais, c'est mon institution, parce que j'ai mon prêt, c'est là que j'ai mes comptes courants. Ça laisse les choses aller. Souvent, les gens, ils ont des comptes épargne à l'intérieur de leur REER, même s'ils vont décaisser dans 40 ans, puis ils ont un profil croissance. Tu sais, c'est des choses qui font pas de sens quand tu regardes d'un peu plus près à la loupe là, leur dossier. Mais les gens, c'est au niveau de la procrastination. C'est que ça va bien en ce moment, fait que ils laissent aller les choses, mais la procrastination, ça a un prix. On l'a déjà dit dans les autres podcasts. Aussitôt qu'on se met à travailler un peu plus fort dans notre dossier, d'essayer de faire de l'optimisation. Surtout qu'on ouvre nos livres, puis qu'on arrête de procrastiner ces choses-là. C'est là qu'en parlant à un courtier hypothécaire, on peut avoir des meilleurs produits, des meilleures stratégies, des meilleurs investissements. Puis là, finalement, on augmente notre situation financière de bout pour bout. Là. Je vis bien en ce moment, à mon Dieu, j'ai du lustre finalement, tu sais. Parce que tu vas optimiser dans toutes les sphères. Fait que je pense que de vous avoir dans nos dossiers, je pense que c'est un... Tout le monde devrait avoir un courtier hypothécaire quand on refinance, quand on renouvelle. Ouais. Absolument. C'est hyper important de vérifier si on peut gagner encore quelques centaines de dollars. Vous n'êtes pas beaucoup non plus au Québec des courtiers hypothécaires, je pense. Non, ça on n'est pas beaucoup. Non, on n'est pas beaucoup. Non, on n'est pas beaucoup moins que les courtiers immobiliers. Est-ce qu'on est en retard comparé au reste du Canada ou aux États-Unis dans les courtages hypothécaires? Ou? Certainement. Ils sont comme, je pense qu'ils sont comme 10 000 en Ontario, juste en Ontario. Oh, wow. Mais la population est plus grande aussi. Ouais, ok. Vous êtes combien au Québec? On est autour de 1005. Ouais, je pensais 3000. Okay. Non, on n'est vraiment pas. En fait, là, maintenant qu'on est séparés des courtiers immobiliers, il y en avait qui avaient le double permis avant, donc c'était un peu biaisé les données. Et depuis qu'on est avec l'AMF, là, on voit vraiment combien on est. Effectivement, on n'est vraiment pas nombreux. Parce qu'en fait, vous pouvez remplir une grande salle de conférence, puis vous connaissez toutes. Là. C'est 1500, tu sais, grosso modo. Là. Plus ou moins. Tant qu'on est 10, de 80%. Non, nous, on est 30 000. T'sais, nous autres, on peut remplir plus que le Centre Bell. On s'entend que tu peux pas connaître toutes les conseillers en sécurité financière de chaque banque, de chaque institution. Vous voulez savoir quelque chose de fou? Il y a seulement à 10% qui ont un volume de plus que 10 millions. 10 millions de... Seulement 10%? 10 millions? 10 millions d'hypothèques. Ouais. Ça ressemble à quoi, le revenu de quelqu'un qui fait 10 millions, gros, à peu près? 100 000? Ouais, c'est à peu près 1%. À peu près 100 000? 100 000, ça dépend de ton cabinet. Ça dépend tes négociations, mais c'est minimum 100 000. Je suis étonnée qu'on soit qu'il y ait 10%. C'est pas énorme. Mais c'est vrai que des courtiers à gros volume, il n'y en a pas beaucoup, puis il y en a beaucoup qui font ça un peu comme un sideline, qui veulent c'est pour ça. performer plus. C'est parce qu'ils sont paresseux, le 90, ou c'est parce que c'est en partiel? Je peux pas te dire. Moi, je dirais c'est parce que déjà, tu vis bien, puis il y en a qui n'ont pas envie de faire plus. On n'a pas tous les ambitions de Cérou. On devrait. On devrait, mais après, ça dépend toujours de la situation familiale. Ouais, puis de la situation familiale. Toi, est-ce que tu as des enfants, Cérou? Pas encore, mais j'ai un petit chien. Ok, ça j'ai un petit caniche. Caniche Ellingham. Caniche. Ah, nice. Ouais, c'est ça, il fait partie de la famille, il a déjà une partie du nom. Ça fait 3 mois, c'est beaucoup de travail. J'adore. Attends d'avoir un enfant. Elle a 3 enfants, j'ai 3 enfants. Attends. On a tous 3. On a tous 3 enfants. Commence avec 3 chiens, puis on s'en reparle après avec 3 enfants. Mais ça, sans blague, j'ai trouvé ça dur. Parce que fallait que je me réveille au plein milieu de la nuit pour qu'elle aille pisser. Puis tu te lèves qu'une fois avec un chien. Un enfant, ça peut être 20 fois par nuit. Mais je me prépare. C'est une préparation. Step by step. Mais par contre, c'est bien que tu aies commencé ta carrière avant d'avoir tes enfants. Parce qu'elle sera déjà enclenchée, elle sera déjà en bonne forme. Et tu pourras ralentir peut-être pendant quelques années le temps d'avoir tes enfants. Je pense pas que je vais ralentir, mais je vais trouver des structures pour que je puisse déléguer. Tu auras plus de temps pour ta famille. Déléguer des choses qui ne sont pas importantes, mais qui doivent être... qui ne sont pas urgentes, mais importantes, qui peuvent être pris par d'autres personnes. Ouais. Mais j'aurai tout le temps des projets. Donc, je vais tout le temps... Ça va toujours être une bataille que je ne pourrai jamais gagner, mais je vais toujours essayer de
de travailler sur, c'est... Avoir un équilibre. Un équilibre. Ça se fait bien quand même. C'est pas vrai. Après, il faut juste que tu trouves une chérie qui est capable... C'est le mot d'ordre, ça. C'est ça. C'est la personne dans l'ombre qui est la plus importante tout le temps. Oui, ça c'est vrai. Merci à ma conjointe. Je me mets une petite médaille. C'est vrai, ça. Avant de terminer le podcast, souvent, Guillaume, il y a une question que je veux poser sur le futur, là, 1 an, 5 ans, 10 ans. Ah ouais. C'est pour ça, cette question-là, je l'adore. Le petit... mon Dieu, ma petite photo, là. Mon Ouais. petit Polaroid, là. Ouais. Tu sais, quand je rencontre un client, on regarde les analyses. Quand on fait l'analyse de besoins financiers avec le client, la partie la plus importante, c'est pas les actifs, les passifs, c'est vraiment les parties objectifs. Tu sais, quand le client, tu lui poses des questions sur est-ce qu'il veut des enfants, est-ce qu'il y a des projets par rapport aux finances, est-ce qu'au niveau de l'immobilier, où est-ce qu'il voit sa vie en ce moment, là, puis où est-ce qu'il se voit dans le futur, on voit vraiment le Polaroid. Là. Tu sais, si on prend une photo en ce moment d'où est-ce qu'on est, puis qu'on se voit dans 15 ans, là, toi, tu nous parlais de justement ton cabinet, 200-300 personnes qui travaillent avec toi, ben, est-ce que la photo, elle est claire? Où est-ce que tu te vois, mettons, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Puis y a-tu des choses que tu veux déplacer là-dedans? Donc, je me dis que je vais répondre encore un peu plus... je vais répondre de ma façon. Right? Je vais donner un 20 ans dans le courtage hypothécaire. Donc, 20 ans, c'est comme dans tes 15e, 16e année, tu es très mature, tu as du succès. Donc, je me dis 15 ans dans le courtage pour vraiment réaliser tous mes projets, c'est-à-dire avoir un cabinet. Mais les prochains 20 ans, ça serait peut-être plus, ça c'est plus que ton 10 ans que tu... Mon prochain 20 ans, ça serait être sûrement du média. Et j'ai mis mes pions pour pouvoir aller dans la deuxième étape après mes 20 ans. Puis du média de courtage ou du média... Un média, c'est-à-dire l'événementiel. OK. Conférencier. Formateur, des séminaires. Aller aux nouvelles, parler de l'immobilier, Peut-être pas. Non? S'ils m'invitent, oui, mais c'est pas pour ça que je veux faire ça. C'est juste que tout entrepreneur, tout grand homme, grande femme, ils ont des plateformes. Right? Du moment que vous avez là, ce que vous faites aujourd'hui, vous avez une plateforme. Puis les gens sont prêts à venir dans votre plateforme. Puis du moment que vous avez une plateforme, que les gens sont prêts à venir, vous les influencez la masse. Puis moi, mon objectif, les médias, ce que ça permet de faire, c'est d'influencer la masse. Alors, quand vous avez des bonnes causes, vous voulez parler d'argent, vous voulez aider d'autres personnes à s'enrichir financièrement, par exemple, qui est mon cas à moi, ben là, vous pouvez utiliser cette plateforme pour pouvoir aider la masse. Donc, une question pour le mot de la fin. J'aimerais ça que tu nous expliques, en fait, là, qu'est-ce que tu veux concrètement? Tu sais, avec le média, là, tu dis « je vais aller aider les autres », mais tu sais, où est-ce que tu te vois par rapport à ça? Aider, par exemple... C'est ton objectif principal. Si tu dis les 20 années après le courtage, j'ai monté ma firme, tout est beau, je veux faire du média, je veux donner de la formation, je veux faire des conférences. C'est quoi l'intérêt pour toi d'aller faire ça? J'aime ça. J'ai trouvé une passion pour partager, aider. Et mon plus grand plaisir, je dirais, c'est quand quelqu'un vient me voir et dit « Sirojane, merci. Grâce à toi, je suis dans le domaine. Grâce à toi, je suis courtier hypothécaire. Grâce à toi, j'ai repris ma famille. » J'ai eu une personne dernièrement qui m'a dit « Sirojane, j'étais alcoolique et dépendant alcoolique et j'ai perdu ma famille, j'ai perdu mes enfants. Ma femme ne voulait pas de moi parce que j'ai juste décroché. » Et un jour, je suis tombé sur ton podcast, je commence à écouter, je me suis intéressé dans le courtage hypothécaire, je suis rentré dans le domaine et aujourd'hui, il est un des tops. Je ne peux pas mentionner son nom. C'est qui? Wow. Ben, chapeau à lui, chapeau à toi. Et la série Soul Sunday, là, il a repris sa femme, il a repris ses enfants. Aujourd'hui. Ça, c'est encore une plus grosse réussite que son courtage. Alors pour moi, quand j'ai des histoires comme ça, fuck l'argent. On dirait que ça fait 30 ans. Tu sais, cette histoire-là, habituellement, tu as ça après 20 ans, 30 ans de carrière. Tu te dis, hey, tu te rappelles la fois que la personne, elle a arrêté de boire à cause de... Elle a vu mon podcast, c'est quand même assez impressionnant en peu de temps là, que tu dis que tu as commencé il y a 3-4 ans. Puis je ne m'attendais vraiment pas à ça. Puis je change des vies déjà aujourd'hui. J'influence les gens à rentrer dans notre domaine, à prendre des bonnes habitudes, à peut-être avoir une bonne éthique de travail avec le message que je passe dans les courtiers du Québec. Donc, je vais faire ça à temps plein dans le média. Donc, 20 ans plus tard, c'est là que je vais m'amener. C'est bien, ça va faire du bien de l'éthique dans le domaine. Je trouve que c'est fort. Non, mais
Je trouve ça formidable, c'est vraiment de vouloir le partager, puis On en a tous de le besoin vulgariser. parce que même ceux qui fonctionnent, c'est pas tout le temps parfait. La machine, souvent, elle roule carré. Non, Il puis y a il des y en a choses qui plein accrochent. Mais le fait que, tu sais, tu parlais juste au début, quand on a commencé le podcast, tu expliquais que tu avais 2-3 coachs. Tu vas avoir un nutritionniste, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. L'idée, c'est que ta machine, elle roule, puis qu'elle soit huilée, puis que tout aille bien, puis qu'il n'y ait rien qui accroche. Puis que la seconde qu'il y a quelque chose qui accroche, tout de suite, tu as des sources d'aide qui viennent Parce que autour t'es de pas toi pour parfait. t'aider. Parce que personne n'est parfait. Ouais. Mais le fait de les mettre en place, ça, c'est ce qui fait ta force, en fait. C'est ce qui fait ton unicité, parce que tu as peut-être une personne sur 100 000 qui est prête à mettre l'effort de « Moi, j'engage tout le monde, je mets ces efforts-là, puis je les mets en place. » Fait que, écoute, un gros merci de nous avoir... Merci. J'aimerais dire de nous avoir reçus sur le podcast. J'adore ça. C'est toi qui nous as interviewés, finalement, Mais ça a été Merci, une vraiment une belle conversation, puis tu as raison, Fun. comme juste dernière parenthèse, à 23, encore je travaillais à 12 piastres de l'heure, je faisais pas beaucoup de commissions, puis je me rappelle mon premier coach c'était Yann Lajoie, il me coûtait 1000 piastres par mois, puis je l'ai pris. Parce que je sais que en prenant, T'allais grandir. j'allais grandir. Puis j'avais pas les sous, je sais que fallait que... es-tu encore, Yann? Non. Non. Ben, tu sais, au début, c'était quelqu'un que j'avais besoin d'avoir. Aujourd'hui, j'ai d'autres personnes aujourd'hui, j'ai besoin où ce que je suis. Alors, plus tu grandis, ben, tu vas aller chercher les gens que tu as besoin aujourd'hui. Oui, puis c'est bien, je pense, de changer aussi de coach de temps en temps parce qu'ils chacun t'apporte des choses différentes quand même. Oui. Yann m'a montré la discipline, comment travailler sur toi-même. Il m'a comme forcé à faire des vidéos. Tu sais, il y a des choses qu'il m'a demandé de faire. Alors ça m'a aidé. Puis aujourd'hui, je suis avec plus quelqu'un qui a bâti une entreprise, qui a bâti un leadership au sein de son entreprise. Alors j'ai du monde comme ça qui vont m'amener les secrets que j'ai besoin de savoir aujourd'hui. Donc, faut payer pour avoir une proximité. Alors, la raison pourquoi je parle avec Patrick, on se parle sur Instagram, là, Patrick Bet-David. Parce que je l'ai payé. J'ai Attends. payé pour être dans son séminaire. Donc déjà là, parmi ces 3-4 millions de followers qu'il a, moi je suis privilégié parce que je le paye. Je lui donne de l'argent. Il va bientôt être assis à ta table, là. Un jour, oui. Vous allez pouvoir le voir. On a hâte, on a vraiment hâte. Merci. Merci guys. Céro Merci. pour la rencontre. Merci. Très appréciée. À bientôt. Merci à toi. Bonne journée tout le Merci monde. pour l'invitation.